Et bonsoir, bonsoir et bienvenue dans ce nouveau live de Planétéo. Je suis Théo et je vous accueille ce soir sur ma planète pour un nouveau live de lecture. Et oui, ce soir, et si on lisait Le cauchemar d'Innsmouth d'Howard Phillips Lovecraft, épisode numéro 6 et dernier épisode les amis, puisque aujourd'hui nous lirons, waouh, décidément ça commence très bien, nous lirons la sixième et dernière nouvelle de ce recueil de nouvelles, à savoir la nouvelle Le monstre sur le seuil. Donc voilà, si vous nous regardez en rediffusion sur YouTube, sachez que comme d'habitude vous avez le programme de ce live directement dans la barre de lecture de la vidéo ou dans la description de la vidéo. Et si vous voulez voir les lectures de nouvelles précédentes contenues dans le recueil Le cauchemar d'Innsmouth, à savoir Le cauchemar d'Innsmouth, La maison de la sorcière, Celui qui hantait les ténèbres, Air froid et l'indicible, je vous invite à chercher sur ma chaîne YouTube la playlist Et si on lisait Le cauchemar d'Innsmouth, tout simplement. Et d'ailleurs j'en profite, si vous avez apprécié cette lecture du cauchemar d'Innsmouth, n'hésitez pas, peut-être que ça vous intéressera, à aller voir mes lectures d'autres œuvres de Lovecraft. N'hésitez pas à checker la playlist Et si on lisait Les montagnes de la folie, et aussi la playlist Et si on lisait Le mythe de Cthulhu. Voilà, je ne pense pas me tromper dans les titres, normalement on est bon. C'est soit le mythe de Cthulhu, soit l'appel de Cthulhu, mais je crois que c'est le mythe. Donc voilà, comme ça vous avez tous les petits tips pour bien pouvoir picorer ça comme bon vous semble en rediffusion. Pour l'heure, nous sommes en live, et comme d'habitude, je vais parler 10-15 minutes en introduction, pour pouvoir laisser le temps aux gens qui voudraient suivre la lecture en live d'arriver tout simplement. Je vous invite à vous installer, chers amis, à prendre à boire, à manger. Je vous souhaite la bonne santé à tous. Et bien sûr, comme d'habitude, de passer un agréable moment en ma compagnie pendant ce temps qu'on va partager ensemble. Bonsoir l'écoute aux portes, bienvenue sur le live, comment ça va? Ça me fait plaisir de te voir. Me trompe-je? Dis-je une bêtise? Ou tu es abonné depuis un mois et tu n'étais pas abonné auparavant, si je dis pas de bêtises? Ou bien j'ai un trou de mémoire comme ça, mais en tout cas, si tu viens de t'abonner, l'écoute aux portes, merci beaucoup, ça fait extrêmement plaisir. Oui, alors, ce soir ça va être un petit peu particulier peut-être. Donc, déjà, on est mardi, c'est le premier live de la semaine. Quel est le programme de la semaine? Il y a ce live de lecture d'aujourd'hui qui termine la lecture complète du recueil de nouvelles Le cauchemar d'Innsmouth. Et on continuera avec une autre lecture qui sera, je pense, mais je suis pas encore définitif là-dessus, qui sera peut-être Les souffrances du jeune Werther de Goethe. Donc, si ça vous intéresse de chialer, a priori, cette lecture sera faite pour vous. Je l'ai jamais lu perso, mais c'est la réputation que je lui connais. Donc voilà, à mon avis, on va être très triste et on va beaucoup chialer dans la prochaine lecture. Mais, comme d'habitude sur la chaîne Planétéo, entre ces deux lectures, j'effectuerai une brève pause, tout simplement pour un petit peu me reposer la voix, m'aérer l'esprit, avant de passer à quelque chose de différent. Donc, ce qui fait qu'il n'y aura pas de live de lecture ce vendredi, mais seulement à partir de mardi dans une semaine. Voilou. Ce qui fait que cette semaine, on se retrouve uniquement avec un live de lecture le mardi à 21h, c'est celui que vous êtes en train de regarder présentement, et un live de découverte de l'univers de League of Legends dimanche à 15h, puisque oui, ça y est, les Worlds, donc les championnats du monde de League of Legends, étant terminés, j'ai terminé également de faire double ration de découverte par semaine. Donc voilà, on revient à un rythme plus classique, plus habituel sur ma chaîne, à savoir le live du dimanche 15h pour les découvertes de l'univers de League of Legends. Ce qui fait que la semaine passée, j'ai fait 6 lives. La semaine d'avant, j'ai dû en faire 4 ou 5. La semaine d'avant, etc. Bon, bref, ça fait pas mal de semaines que j'enchaîne pas mal de lives à la suite. Et cette semaine, vous vous dites, il y a que 2 lives de prévus, c'est pas possible. C'est peut-être possible, mais c'est pas sûr. Comme d'habitude, les lives chaotiques ne sont pas à omettre. Il est possible que du jour au lendemain, sur Facebook, Twitter ou Discord, je vous dise « Bon bah aujourd'hui je live tel jeu », parce qu'il y a de fortes chances que ce soit du jeu vidéo dans ce cas-là. Pas uniquement, remarquez, ça peut être de l'illustration, ça peut être de la parlotte, ça peut être un concept totalement différent, ça peut être de la musique, ça peut être tout un tas de choses. Mais c'est vrai que ça a quand même plus tendance à être du gaming. Ceci dit, j'aimerais faire du gaming cette semaine,
Donc il n'est pas exclu qu'il y en ait, et auquel cas, encore une fois, le plus simple pour être tenu au courant, vraiment, dans le pire des cas, en général, je préviens 1 heure à l'avance, sur Facebook, Twitter et Discord. Donc voilà, il risque d'y avoir du gaming, j'aimerais qu'il y ait du gaming. Toutefois, j'ai très mal dormi la nuit dernière. Je me suis réveillé d'un seul coup, de manière très abrupte. J'ai passé une journée complète dans les papiers administratifs, juridiques, etc. J'ai la tête comme ça, j'en peux plus, j'en ai marre. J'ai mal au crâne, un truc de malade. Bref. Et ce n'est pas forcément sûr à 100% que cela soit terminé. Donc, vous le savez, ça fait grosso modo 2 semaines, grosso modo, que je me tape tout un tas de galères qui font que je suis vachement pris et qui font que ça me prend beaucoup d'énergie, que j'aurais aimé investir dans mes projets, mais que je ne peux pas investir dans mes projets actuellement parce que bah voilà, c'est des affaires pressantes et qui nécessitent que je sois réactif, etc., etc. Donc voilà, tout ça pour vous dire que j'ai envie de profiter du fait que je n'ai que 2 lives prévus cette semaine pour peut-être prendre un petit peu de recul et un peu de repos si j'y arrive, parce que comme je le disais, j'ai encore pas mal de choses à faire a priori. Mais du coup voilà, je vous promets pas qu'il n'y ait pas, je ne vous promets pas qu'il y ait d'autres lives à part les 2 lives que je vous ai susnommés, mais c'est une possibilité que j'aimerais. Mais voilà, il est aussi possible que je sois trop pris par les paperasses, et il est aussi possible que je sois trop capoute, que j'en ai trop ras le cul et que je sois trop de mauvaise humeur. Et auquel cas, si je suis vraiment fatigué, si j'ai vraiment mal au crâne, si je suis vraiment de mauvaise humeur, agacé, énervé, ouais, juste, ouais, agacé, c'est le bon mot. À ce moment-là, je trouve aussi que c'est inutile de faire des lives et de vous infliger ça en live. Je pense pas que ça fera des lives de bonne qualité si je live dans ces conditions. Donc voilà, je pense que cette semaine, je vais peut-être en profiter pour faire un petit coup de frein, un petit coup de relâchement tranquille, prendre quelques jours peut-être pour un petit peu me remettre dans le bain et me remettre dans le bon mood. Et puis, bah, j'espère qu'à partir de la semaine prochaine, on reviendra à un programme un peu plus soutenu. Déjà, a priori, à partir de la semaine prochaine, il devrait y avoir 3 lives minimum, puisqu'il devrait y avoir 2 lectures et un live de découverte de l'univers League of Legends. Et j'espère encore plus de lives avec, comme je le disais, des lives de gaming et tutti quanti. D'autant plus que j'ai vraiment l'envie de live de plus en plus. C'est une envie qui grandit de plus en plus en moi, qui mûrit de plus en plus en moi. De live vraiment de manière plus régulière, voire peut-être quotidiennement. Bon, ça me paraît loin encore ça, parce que je me dis, mais si je fais ça quotidiennement, j'aurai plus le temps pour faire ce que je dois faire et ce que j'ai envie de faire, mais on peut rêver à ça, c'est peut-être une évolution possible pour la chaîne dans le futur. Donc voilà, tenez-vous au courant, et puis moi je vous tiens au courant dès que je le peux parmi tous les lives que je peux faire. De toute manière, en général, en introduction et en outro, je vous résume un petit peu l'actualité anyway. Voili voilou. Et du coup, merci beaucoup, vu que tu l'as confirmé. Merci beaucoup l'écoute aux portes pour ton follow, enfin pour ton abonnement, pardon, ça me fait super plaisir. C'est très gentil de ta part, merci pour ton soutien. Et d'ailleurs, j'en profite encore une fois, hein. Merci pour tout votre soutien à tous, parce que vraiment, en ce moment, je reçois des vagues de compréhensibilité, de sollicitation, de sollicitude, super encourageant. Donc ça me soutient vraiment, et merci encore à tous pour ça, c'est vraiment très cool de votre part. Bref, au final, je vais peut-être pas parler si longtemps que ça dans cette introduction, je vais peut-être réussir à faire court, puisque j'ai pas forcément davantage de choses à vous dire, et encore une fois, comme je le disais, je préfère partir dans la lecture et puis faire mon job entre guillemets, voilà, faire ce que j'avais prévu, faire ce que je vous avais promis, donc réaliser la lecture le mieux possible, et puis après peut-être m'affaler sur ma main et saisir mon crâne et enfin bon, bref. Pour le moment, le recueil de nouvelles de Cauchemar d'Innsmouth n'a été que une excellente surprise. Vraiment, chaque nouvelle a de l'intérêt, je trouve. Il y en a qui s'inscrivent parmi mes préférés de Lovecraft, je pense. Je les trouve vraiment d'une qualité super intéressante. Donc je suis très heureux de cette lecture de Lovecraft. J'avais peur un petit peu de replonger pour une 3e fois sur une lecture de Lovecraft avec vous.
en live, je me disais peut-être que ça va faire beaucoup, etc. Peut-être qu'on va se lasser. Et en fait, vraiment, je regrette absolument pas parce que ça a été de nouvelles surprises et de nouvelles inattendues. Donc ça a été vraiment très agréable. Il n'est pas exclu d'ailleurs que peut-être je fasse une quatrième lecture de Lovecraft plus tard dans le futur. Mais vous savez, quand je lis plusieurs fois un auteur, j'essaie d'avoir un petit laps de temps entre temps. Parce que bon voilà, l'intérêt aussi, je trouve, c'est de varier les expériences, d'être curieux et d'aller un petit peu sur des auteurs de genres différents, de nationalités différentes, de formes différentes aussi, donc à savoir autant du roman que de la nouvelle, que de la poésie, etc., etc. Donc voilà, l'intérêt est aussi de changer, de varier les plaisirs. Donc voilà, peut-être la lecture de Dagon, toujours de Lovecraft, mais je pense pas au moins avant un an. Comme ça, on a le temps de s'aérer l'esprit avec un peu autre chose. Et du coup, bonsoir Miari, bonsoir, bienvenue sur le live. Et du coup, bon courage pour la tambouille que tu prépares en m'écoutant. Ça me fait marrer de savoir ce que les gens font pendant qu'ils m'écoutent. Sur ce, les amis, je pense que je vais vous souhaiter une bonne écoute et me lancer dans la lecture. Puisqu'on a quand même pas mal de pages à lire ce soir, je pense que je vais faire 3 phases de lecture, ce qui veut dire 2 pauses. La nouvelle est séparée en chapitres, entre guillemets, donc je vais vous lire 1, 2 et 3 dans la première phase de lecture, 4 et 5 dans la deuxième phase de lecture, et 6 et 7 dans la dernière phase de lecture. Voilou, je pense que je vous ai donné toutes les clés en main. Là, je suis ultra curieux de savoir, maintenant, c'est la seule question qui me taraude. Je suis ultra curieux de savoir si le monstre sur le seuil va être autant une bonne surprise que le reste du recueil. Et si ça va faire ou non partie du mythe de Cthulhu. Ça me fait frémir d'impatience. Bref, on est parti les amis. Je vous souhaite une bonne écoute à tous, bonne écoute Miari Laura, bonne écoute l'écoute aux portes, bonne écoute à tous ceux dans l'ombre et à ceux qui me regardent en rediffusion sur YouTube. A tout à l'heure pour la première pause. On est parti. Le monstre sur le seuil d'Howard Phillips Lovecraft. 1. Il est vrai que j'ai logé 6 balles dans la tête de mon meilleur ami, et pourtant, j'espère montrer par le présent récit que je ne suis pas son meurtrier. D'abord, on dira que je suis fou, plus fou que l'homme que j'ai tué dans sa cellule à la maison de santé d'Arkham. Plus tard, certains de mes lecteurs pèseront chaque déclaration, la rapprochant des faits connus, et se demanderont comment j'aurais pu juger autrement que je ne l'ai fait après avoir regardé en face la preuve de cette horreur. Ce monstre sur le pas de la porte. Jusqu'alors, moi aussi je n'ai vu que folie dans les histoires extravagantes qui m'ont poussé à agir. Aujourd'hui encore, je me demande si je n'ai pas été trompé, ou bien si je ne suis pas fou après tout. Je ne sais pas, mais d'autres ont d'étranges choses à raconter sur Edward et Asenath Derby. Et même les policiers flegmatiques ne parviennent pas à expliquer cette dernière visite effroyable. Ils ont mollement essayé de fabriquer une hypothèse de plaisanterie sinistre ou de vengeance de domestiques renvoyés, tout en sachant au fond d'eux-mêmes que la vérité est infiniment plus terrible et plus incroyable. J'affirme donc que je n'ai pas assassiné Edward Derby. Je dirais plutôt que je l'ai vengé, et que ce faisant, j'ai purgé la terre d'un fléau qui aurait pu, par la suite, déchaîner sur le genre humain des épouvantes indicibles. Il y a de redoutables zones d'ombre au bord de nos chemins quotidiens, et parfois quelques âmes damnées forcent la frontière. Quand cela arrive, celui qui le sait doit frapper avant de se soucier des conséquences. J'ai connu Edward Pickman Derby toute sa vie. De 8 ans mon cadet, il fut si précoce que nous eûmes beaucoup de choses en commun dès qu'il eut 8 ans et moi 16. C'était l'écolier le plus extraordinaire que j'ai jamais connu, et il écrivait à 7 ans des vers d'un caractère sombre, fantastique, presque morbide, qui stupéfiait les professeurs autour de lui. Peut-être son éducation privée, sa vie recluse et choyée, furent-elles pour quelque chose dans son précoce épanouissement. Enfant unique, il avait une fragilité organique dont s'alarmaient ses parents, qui l'adoraient et le retenaient d'autant plus étroitement près d'eux. On ne le laissait jamais sortir sans sa nurse, et il avait rarement l'occasion de jouer librement avec d'autres enfants. Tout cela favorisa certainement chez le jeune garçon une vie intérieure singulière et secrète, où l'imagination lui ouvrait la seule route vers la liberté. Quoi qu'il en soit,
Sa culture juvénile était prodigieuse et bizarre. Ses écrits nés sans effort me fascinaient malgré notre différence d'âge. J'avais à cette époque un penchant pour l'art d'inspiration plus ou moins grotesque, et je découvris chez ce jeune enfant une rare affinité d'esprit. Il y avait sans aucun doute, à l'arrière-plan de notre amour commun des ombres et des merveilles, l'antique cité dégradée et subtilement redoutable où nous vivions. Arkham, vouée aux sorcières, hantée de légendes, dont les toits à deux pentes blottis et affaissés, et les balustrades effritées de l'époque géorgienne, méditaient hors du temps, au bord du Miskatonic aux sombres murmures. Le temps passa, je m'orientai vers l'architecture et renonçai à mon projet d'illustrer un recueil de poèmes démoniaques d'Edward, mais notre camaraderie n'en fut en rien affectée. L'étrange génie du jeune Derby s'épanouit remarquablement, et dans sa 18e année, son recueil de poèmes cauchemardesques fit vraiment sensation quand il parut sous le titre « Azathoth et autres horreurs ». Il entretenait une correspondance suivie avec le fameux poète baudelairien Justin Geoffrey, qui écrivit Le peuple du monolithe et mourut en hurlant dans une maison de fous en 1926, après sa visite d'un village hongrois de sinistre renommée. En matière d'indépendance et de vie pratique, Derby avait en revanche un retard considérable du fait de son existence choyée. Sa santé s'était améliorée, mais ses habitudes de dépenses puériles étaient encouragées par des parents exagérément protecteurs, de sorte que jamais il ne voyageait seul, ne prenait de décisions personnelles, ni n'assumait de responsabilités. Il apparut très tôt qu'il ne serait pas de taille à se battre en affaires ou sur le plan professionnel, mais la fortune familiale était assez solide pour que cela ne fût pas dramatique. Parvenu à l'âge d'homme, il gardait un air faussement enfantin. Blond aux yeux bleus, il avait le teint frais d'un enfant, et la moustache qu'il essayait de faire pousser ne se discernait qu'à peine. Sa voix était douce et claire, et son existence dorlotée et inactive lui donnait une rondeur juvénile plutôt que le ventre naissant d'une maturité précoce. Il était de bonne taille, avec un beau visage, qui en eût fait un grand séducteur si sa timidité ne l'avait retenu dans les études livresques et l'isolement. Ses parents l'emmenaient chaque été à l'étranger, et il assimila très vite les aspects superficiels de la pensée et les formes d'expression européennes. Son talent, dans la ligne de peau, tourna de plus en plus au style décadent, une autre sensibilité et d'autres aspirations artistiques commencèrent à s'éveiller en lui. Nous avions à cette époque de grandes discussions. J'avais fait mes études à Harvard, puis dans un bureau d'architecture à Boston. Je m'étais marié, et j'étais enfin revenu à Arkham pour y exercer ma profession, installé dans la demeure familiale de Saltonstall Street, depuis que mon père vivait en Floride pour sa santé. Edward venait presque chaque soir, si bien qu'à mes yeux il faisait partie de la maison. Il avait une manière personnelle de sonner ou de frapper, qui devint un véritable signal codé, et le dîner fini, je guettais les sons familiers. 3 coups brefs, suivis de 2 encore après une pause. Plus rarement, j'allais chez lui, et regardais avec envie les livres mystérieux de sa bibliothèque qui grandissaient sans cesse. Derby étudia à l'université de Miskatonic à Arkham, car ses parents ne lui auraient pas permis de vivre en pension loin d'eux. Il y entra à 16 ans et termina ses études 3 ans plus tard, s'étant spécialisé en littérature anglaise et française, mais obtenant les meilleures notes en tout sauf en mathématiques et en sciences. Il fréquenta fort peu les autres étudiants, non sans envier la société hardie ou bohème, dont il singeait le langage superficiellement spirituel et l'absurde affectation d'ironie, tout en souhaitant avoir l'audace d'adopter la même conduite douteuse. En revanche, il devint un fervent de la tradition magique occulte, qui faisait et fait encore la réputation de la bibliothèque de Miskatonic. Toujours occupé, apparemment, d'imaginaire et de bizarre, il approfondit alors les véritables énigmes et alphabets secrets légués par un passé fabuleux pour guider ou dérouter la postérité. Il lut entre autres le terrible livre d'Eibon, le Unausprechlichen Kulten de von Junst, et le Necronomicon interdit de l'arabe fou Abdul al-Azred, sans toutefois le dire à ses parents. Il avait 20 ans quand naquit mon fils, mon unique enfant, et parut heureux que je donne son nom au nouveau venu, Edward Derby Upton. À 25 ans, Edward Derby était prodigieusement cultivé et assez connu comme poète et fantaisiste, bien que le manque de contacts et de responsabilités ait ralenti son essor littéraire et gâté ses œuvres d'un défaut d'originalité et d'un abus d'érudition. J'étais peut-être son ami le plus intime, trouvant en lui une mine inépuisable de spéculations passionnantes, tandis qu'il se fiait à mes conseils sur tous les sujets dont il ne voulait pas parler à ses parents. Il restait célibataire,
plus par timidité, inertie et suggestion familiale que par inclination, et n'avait de rapports sociaux que très limités et de pure forme. Lorsque la guerre survint, son état de santé comme son caractère timoré le retinrent au logis. J'entrai à l'école d'officier de Plattsburgh, mais je n'eus pas l'occasion de partir outre-mer. Ainsi, les années passèrent. Edward avait 34 ans quand sa mère mourut, et il resta prostré pendant des mois, frappé d'étranges troubles psychologiques. Son père l'emmena néanmoins en Europe, et il réussit à guérir sans garder de traces visibles. Il sembla par la suite en proie à une sorte de gaieté absurde, comme s'il avait en partie échappé à quelque esclavage insoupçonné. Il se mit à fréquenter, malgré son âge, le groupe le plus avancé de l'université, et assista à des excès d'une extrême licence. Il dut un jour, cédant à un chantage, payer une forte somme, qu'il m'emprunta, pour cacher à son père sa complicité dans une affaire louche. Certaines rumeurs très bizarres circulaient au sujet de la bande extravagante de Miskatonic. On parla même de magie noire, et d'événements absolument incroyables. 2. Edward avait 38 ans quand il fit la connaissance d'Asenath Waite. Elle avait, je pense, dans les 23 ans à l'époque, et suivait à Miskatonic un cours de métaphysique médiévale. La fille d'un de mes amis l'avait déjà rencontrée à la Hall School de Kingsport, préférant l'éviter à cause de sa réputation singulière. Elle était brune, plutôt petite, et très belle malgré des yeux protubérants, mais quelque chose dans son expression éloignait les personnes impressionnables. Néanmoins, c'était surtout ses origines et sa conversation qui poussaient la moyenne des gens à la fuir. C'était une Waite d'Innsmouth, et de sombres légendes s'accumulaient depuis des générations sur cette ville croulante, à moitié déserte, et ses habitants. On parle de marchés abominables conclus vers 1850, et d'un apport insolite, pas tout à fait humain, dans les vieilles familles de l'ancien port de pêche en déclin, des légendes comme seuls les Yankees d'autrefois savent en imaginer et en répéter avec toute leur épouvante. Le cas d'Asenath s'aggravait du fait qu'elle était la fille d'Ephraim Waite, enfant tardive d'une épouse inconnue qui ne se montrait que voilée. Ephraim vivait dans une demeure délabrée de Washington Street, et ceux qui l'avaient vu, les gens d'Arkham évitaient autant que possible d'aller à Innsmouth, affirmaient que les fenêtres du grenier étaient toujours condamnées et que des bruits étranges venaient parfois de l'intérieur à la tombée de la nuit. Le vieil homme passait pour avoir fait en son temps de prodigieuses études de magie et pouvoir à son gré déchaîner ou calmer des tempêtes en mer. Je l'avais aperçu une ou deux fois dans ma jeunesse, quand il venait à Arkham consulter des ouvrages interdits à la bibliothèque de l'université, et j'avais détesté son visage saturnien de rapace avec son fouillis de barbe gris-fer. Il était mort fou, dans des circonstances assez suspectes, juste avant que sa fille, dont il faisait par testament une pupille nominale du principal, n'entre à Hall School, mais elle avait été son élève, d'une avidité maladive, et lui ressemblait parfois diaboliquement. L'ami dont la fille avait été la condisciple d'Asenath Waite raconta beaucoup de choses singulières quand on apprit les relations qu'Edward avait avec elle. Asenath, au collège, se donnait pour une sorte de magicienne, et semblait en effet capable d'accomplir quelques prodiges tout à fait déconcertants. Elle prétendait pouvoir déclencher des orages, bien que son apparent succès fût généralement attribué à un don mystérieux de prémonition. Tous les animaux lui témoignaient une antipathie marquée, et elle faisait hurler n'importe quel chien par certains gestes de sa main droite. Elle affichait parfois un langage et des connaissances étonnants et très choquants chez une jeune fille, ou effrayait ses camarades par des œillades et des clins d'œil équivoques, paraissant tirer de sa présente situation une ironie savoureuse et obscène. Plus exceptionnels pourtant étaient les exemples indiscutables de son influence sur les autres. Elle avait un pouvoir hypnotique extraordinaire. En regardant fixement une de ses compagnes, elle donnait souvent à celle-ci l'impression d'un échange de personnalité, comme si le sujet, momentanément placé dans le corps de la magicienne, pouvait voir à l'autre bout de la pièce son propre corps, dont les yeux saillants brûlaient d'une flamme étrange. Asenath faisait souvent des déclarations fracassantes sur la nature de la conscience et son indépendance à l'égard de la structure physique, ou du moins des processus vitaux de cette structure. Elle enrageait pourtant de n'être pas un homme, car elle croyait qu'un cerveau mâle possédait certains pouvoirs cosmiques, rares et très étendus. Avec un cerveau d'homme, disait-elle, il lui serait possible non seulement d'égaler, mais de surpasser son père dans la maîtrise de forces inconnues. Edward rencontra Asenath à une réunion de l'intelligentsia dans une des chambres d'étudiants, et quand il vint me voir le lendemain, il fut incapable de me parler d'autre chose. Il l'avait trouvé tout occupé des intérêts et du savoir qui le passionnait lui-même, et, qui plus est,
sa beauté l'avait fasciné. Je n'avais jamais vu la jeune femme et ne me rappelais que vaguement les allusions fortuites à son sujet, mais je savais qui elle était. Il semblait assez regrettable que Derby en fût à ce point bouleversé, mais je ne fis rien pour le décourager, car une opposition ne peut que nourrir cette sorte d'engouement. Il n'avait pas, dit-il, parlé d'elle à son père. Au cours des semaines suivantes, il ne fut guère question que d'Azénate dans les propos du jeune Derby. D'autres à présent remarquaient les amours automnales d'Edward, tout en convenant qu'il ne paraissait pas son âge et qu'il n'était en aucune façon mal assorti à sa bizarre idole. Malgré son indolence et son égocentrisme complaisant, il n'avait que peu d'embonpoint, et son visage était exempt de rides. Azénate, en revanche, portait avant l'âge la patte d'oie, qui trahit le constant exercice d'une intense volonté. Vers cette époque, Edward m'amena la jeune fille, et je vis tout de suite que son intérêt pour elle n'était pas sans réciproque. Elle le regardait continuellement, presque comme une proie, et je compris que leur intimité serait indissoluble. J'eus peu après la visite du vieux monsieur Derby, que j'avais toujours admiré et respecté. Ayant appris la nouvelle amitié de son fils, il avait arraché au gamin toute la vérité. Edward avait l'intention d'épouser Azénate, et il avait même cherché des maisons en banlieue. Sachant que j'avais toujours sur son fils une grande influence, le père se demandait si je pourrais l'aider à rompre un si fâcheux projet, mais j'exprimais à contre-cœur mes doutes. Le problème, cette fois, n'était pas la faiblesse d'Edward, mais la puissante volonté de la femme. L'éternel enfant avait transféré sa dépendance de l'image parentale à une autre, nouvelle et plus forte, et l'on n'y pouvait rien. Le mariage fut célébré un mois après par un juge de paix, selon le vœu de la future épouse. Sur mon conseil, M. Derby n'y fit aucune objection, et lui, ma femme, mon fils et moi, assistâmes à la brève cérémonie, dont les autres invités étaient les jeunes fous du collège. Azénate avait acheté à la campagne, au bout de High Street, la vieille maison Crowninshield, et il se proposait de s'y installer après un court déplacement à Innsmouth, d'où l'on devait ramener 3 domestiques, des livres et du mobilier. Si Azénate s'installait à Arkham au lieu de rentrer définitivement chez elle, c'était moins sans doute pour Edward et son père que par un désir personnel de se rapprocher du collège, de sa bibliothèque et de sa bande de sophistiqués. Quand Edward vint me voir après la lune de miel, je le trouvai quelque peu changé. Azénate l'avait fait renoncer à son embryon de moustache, mais il n'y avait plus que cela. Il semblait plus grave et plus pensif. Sa moue habituelle d'enfant indocile avait fait place à un air de vraie tristesse, ou presque. J'étais perplexe, ne sachant si ce changement me plaisait ou non. Certes, il paraissait maintenant plus normalement adulte qu'auparavant. Peut-être le mariage était-il une bonne chose, le changement de dépendance ne pouvait-il être un passage de véritable neutralité avant de mener enfin à une autonomie responsable? Il vint seul, car Azénate était très occupée. Elle avait rapporté quantité de livres et de matériel d'Innsmouth. Derby frissonna en prononçant ce nom, et achevait la restauration de la maison et du domaine de Crowninshield. La demeure où elle était née dans cette ville était plutôt inquiétante, mais il y avait vu certains objets qui lui avaient appris des choses surprenantes. Depuis qu'Azénate le conseillait, il progressait rapidement dans les sciences ésotériques. Elle proposait parfois des expériences très audacieuses et décisives. Il ne se sentait pas le droit de les décrire, mais il avait confiance en ses pouvoirs et ses intentions. Les 3 domestiques étaient très bizarres. Un couple incroyablement âgé qui avait servi le vieil Éphraïm, et de temps à autre parlait à mots couverts de lui et de la défunte mère d'Azénate, plus une jeune servante basanée aux traits manifestement anormaux, et qui dégageait une perpétuelle odeur de poisson. Et du coup, merci pour le follow NewNewRS, ou Nounours, je suppose qu'il faut le prononcer Nounours entre guillemets. Donc merci pour le follow Nounours. Bref, bonne écoute pour la suite. 3. Au cours des 2 années suivantes, je vis de moins en moins Derby. Une quinzaine passait quelquefois sans que résonne à la porte le signal familier, 3 coups puis 2. Et quand il venait, ou si j'allais chez lui, ce qui devenait de plus en plus rare, il évitait d'aborder les sujets brûlants. Il était devenu très réservé à propos des recherches occultes qu'il décrivait et discutait à fond d'habitude, et préférait ne pas parler de sa femme. Elle avait terriblement vieilli depuis leur mariage, jusqu'à paraître, curieusement, la plus âgée des 2. Son visage exprimait une résolution farouche, et elle inspirait tout entière une vague et indéfinissable répulsion. Ma femme et mon fils le remarquèrent comme moi, et nous cessâmes peu à peu de la voir,
ce dont elle fut grandement soulagée. Edward le reconnut dans un de ces moments de muflerie puérile. De temps à autre, les Derby faisaient de longs voyages, en Europe officiellement, bien qu'Edward fît allusion parfois à des destinations mystérieuses. C'est au bout d'un an que les gens commencèrent à parler de changement chez Edward Derby. Des propos en l'air, car ce changement était purement psychologique, mais on relevait des détails intéressants. Ici et là, semblait-il, on observait chez lui des expressions ou des comportements incompatibles avec sa mollesse naturelle. Par exemple, alors qu'autrefois il ne savait pas conduire, on le voyait parfois maintenant rentrer ou sortir à toute allure par la vieille entrée de Crowninshield, au volant de la puissante Packard d'Azenat, conduisant de main de maître et affrontant les embouteillages avec une habileté et une décision tout à fait étrangères à ses habitudes. Dans ces cas-là, il semblait toujours partir en voyage ou en revenir. Quel voyage, nul ne le savait, avec toutefois une prédilection particulière pour la route d'Innsmouth. Curieusement, la métamorphose ne paraissait pas vraiment sympathique. On disait qu'il ressemblait alors trop à sa femme, ou au vieil Ephraim Waite lui-même, ou peut-être ces moments donnaient-ils l'impression d'être anormaux, parce qu'ils étaient rares. Parfois, quelques heures après être parti ainsi, il revenait nonchalamment étendu sur le siège arrière de la voiture tandis qu'un chauffeur ou un mécanicien manifestement payé pour cela conduisait à sa place. En outre, son attitude dans la rue, quand il faisait la tournée de plus en plus réduite de ses relations, y compris ses visites chez moi, se caractérisait le plus souvent par son irrésolution d'autrefois, dont la puérilité irresponsable était plus marquée encore que par le passé. Tandis que le visage d'Azenat vieillissait, celui d'Edward, en dehors de ces moments exceptionnels, se détendait en une sorte d'excessive immaturité, sauf quand y passait la trace fugitive d'une tristesse ou d'une compréhension nouvelle. C'était très déconcertant. Cependant, les Derby quittèrent presque complètement le cercle avancé du collège, non pas, disait-on, qu'ils en soient dégoûtés eux-mêmes, mais parce que quelque chose dans leurs études actuelles choquait jusqu'au plus endurci des autres décadents. La 3e année de son mariage, Edward commença à me confier franchement son mécontentement et une certaine crainte. Il me donna à entendre que les choses allaient trop loin, et tint des propos obscurs sur le besoin de sauvegarder son identité. Au début, je ne relevai pas ces allusions, mais, à la longue, je finis par l'interroger prudemment, car je me rappelais ce qu'avait dit la fille de mon ami à propos de l'influence hypnotique d'Azenat sur les autres filles de l'école. Ces expériences où des étudiantes, se croyant dans son corps, se voyaient elles-mêmes à l'autre bout de la pièce. Il parut à la fois inquiet et reconnaissant de mes questions, et marmonna qu'il aurait un jour un entretien sérieux avec moi. Vers cette époque, le vieux monsieur Derby mourut, ce dont par la suite je ne pus que me réjouir. Edward fut très affecté, mais pas du tout désorienté. Il voyait très peu son père depuis son mariage, car Azenat avait concentré sur elle tout ce qu'il pouvait éprouver d'attachement familial. On le jugea sans cœur après ce deuil, surtout depuis qu'il affectait de plus en plus de désinvolture et d'assurance en voiture. Il souhaita alors retourner dans la vieille demeure de Derby, mais Azenat tint à rester à la maison Crowninshield, où elle avait maintenant ses habitudes. Peu de temps après, ma femme apprit une chose étrange d'une de ses amies, une des rares personnes qui n'avaient pas abandonné les Derby. Allant voir le couple, et parvenue au bout de High Street, elle avait vu une voiture surgir de l'allée, avec au volant un Edward étonnamment sûr de lui et presque sarcastique. Ayant sonné, elle apprit de la jeune servante repoussante qu'Azenat était absente elle aussi, mais par hasard elle avait en partant jeté un coup d'œil sur la maison. Et à l'une des fenêtres de la bibliothèque d'Edward, elle avait aperçu un visage aussitôt dérobé, un visage dont l'expression de chagrin, de défaite et de regret désespéré était indiciblement poignante. C'était, chose incroyable étant donné son habituelle allure dominatrice, celui d'Azenat. La visiteuse aurait pourtant juré qu'à cet instant c'étaient les yeux tristes, brouillés, du pauvre Edward qui l'habitait. Les visites d'Edward se firent désormais un peu plus fréquentes et ses allusions parfois se précisèrent. Ce qu'il disait était incroyable, même dans cet Arkham séculaire et hanté de légendes, mais il me jetait son ténébreux savoir avec tant de sincérité et de conviction que je craignis pour sa raison. Il évoquait de terribles assemblées dans des lieux solitaires, des ruines cyclopéennes au cœur des forêts du Maine, sous lesquelles de larges escaliers menaient aux abîmes de nocturnes secrets, d'angles complexes qui conduisaient à travers des murs invisibles dans d'autres régions de l'espace et du temps, et de hideux échanges de personnalités qui permettaient l'exploration de lieux interdits et lointains sur d'autres planètes, dans un continuum spatio-temporel différent. Parfois, à l'appui de certaines assertions extravagantes, il me montrait des objets qui me stupéfiaient,
de couleurs insaisissables et de structures déconcertantes, ne ressemblant à rien de connu sur Terre, dont les courbes et les surfaces ne répondaient à aucun dessin concevable, ni n'obéissaient à aucune géométrie intelligible. Ces choses, disait-il, venaient d'ailleurs, et sa femme savait se les procurer. Quelquefois, mais toujours en chuchotements terrifiés et obscurs, il émettait des suppositions à propos du vieil Ephraim White, qu'il avait vu de temps à autre, jadis, à la bibliothèque du collège. Ces vagues intuitions n'étaient jamais explicites, mais semblaient graviter autour de quelques doutes particulièrement atroces, à savoir si oui ou non le vieux magicien était bien mort, autant spirituellement que physiquement. Il arrivait à Derby d'interrompre brusquement ses révélations, et je me demandais si Azenath n'aurait pas pu deviner à distance ses propos et le couper par un genre inconnu de mesmérisme télépathique, un de ses pouvoirs qu'elle avait révélés à l'école. Elle se doutait certainement qu'il me faisait des confidences, car au fil des semaines, elle essaya de mettre fin à ses visites avec des mots et des regards d'une puissance inexplicable. Il lui était très difficile de venir me voir, car bien qu'il prétendît se rendre ailleurs, une force invisible venait généralement entraver ses mouvements ou lui faire oublier momentanément sa destination. Il venait d'habitude quand Azenath était parti dans son propre corps, comme il le dit bizarrement un jour. Elle s'en apercevait toujours plus tard, les domestiques épiant les allées et venues de son mari, mais manifestement, elle jugeait maladroit de réagir avec violence. Et je vais m'arrêter là pour la première partie de lecture de ce soir, les amis. Nous marquons une courte pause. New Nours, ou Nounours, oui. Ok, bah je vais prononcer comme ça alors. Je vais prononcer Nounours, si tu n'y vois pas d'inconvénient, ça va être plus facile pour moi. Et du coup, bah merci Nounours encore pour ton follow, et merci de ta patience, parce que oui, c'est vrai que ça peut être un petit peu déconcertant quand on arrive sur mes lives, je pense, le fait que je ne réponde pas au chat directement, parce que bon, c'est le côté interactif des lives, donc normalement c'est la base. Mais c'est vrai que quand je suis en lecture, j'essaie de pas vous répondre au le moins possible, sauf si vraiment il y a quelque chose qui se passe de particulier. Mais voilà, j'essaie de rester complètement dans ma lecture et d'être le plus fluide et agréable possible à vos oreilles. J'espère que ça a été le cas, parce que comme je le disais ce soir, je suis vachement fatigué et j'ai vachement mal au crâne. Mais en tout cas, pour le moment, je suis pas du tout déçu, au contraire, je me demande même si ça va pas être la cerise sur le gâteau de ce recueil de nouvelles, parce que comme je le disais en introduction de ce live, le recueil de nouvelles est incroyable, je trouve, à titre perso, et là, pour le moment, les 3 chapitres, si on peut dire, qu'on a lus de cette nouvelle, me prennent complètement, et je suis totalement convaincu pour le moment. Je trouve ces chapitres d'exposition vachement bien amenés, vachement intéressants. Encore une fois, purement dans la lignée de ce qu'écrit Lovecraft, on reconnaît tout un tas de ces gimmicks, de ces techniques de style, de ces techniques de structure, etc. Et c'est hyper intéressant, sauf que malgré qu'on reconnaisse ces gimmicks et qu'il les utilise, j'ai envie de dire, à toutes les nouvelles, je continue d'être pris et je continue de vouloir savoir ce qui se dit. Je trouve ça quand même dingue d'avoir lu autant de textes de lui, avec très très souvent les mêmes, comme je le disais, les mêmes ressorts, et que ça continue à me donner envie, à me faire saliver, à vouloir savoir la suite, quoi. Très clair, articulation parfaite. Ah merci, c'est gentil les couteaux portes. Je comprends tout à fait, ce serait compliqué de t'arrêter à chaque ligne pour répondre. Ah mince, fais attention à ta migraine. Ah merci Nounours, trop gentil. Mais c'est trop cool. C'est trop cool. Genre c'est bête, hein, mais quand on a un nouveau follow, on sait jamais sur qui on va tomber, entre guillemets, parce que bon, il arrive que ce soit des trolls. Et là, du coup, Nounours, ça me fait plaisir ton arrivée sur le chat. J'ai l'impression direct que tu es très sympathique, très gentil ou gentille. Donc, merci beaucoup, ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir. Cool de retrouver des références à la nouvelle Le Cauchemar. Alors oui, c'est ça qui est insane, c'est ça aussi qui m'excite, qui m'exalte sur cette nouvelle. C'est que, a priori, on retourne donc sur une nouvelle faisant partie du mythe de Cthulhu de Lovecraft. Parce que voilà, Lovecraft a écrit énormément d'œuvres, et une bonne partie de ses œuvres font partie du mythe de Cthulhu. Les 2 nouvelles qu'on a lues la dernière fois à l'épisode 5
ne me semble pas faire partie du mythe de Cthulhu. Il n'y a pas d'indication de nom propre ou quoi que ce soit qui puisse nous laisser entendre que ça fasse partie du mythe de Cthulhu. Alors que là, on a tellement de choses. On a le Necronomicon écrit par l'arabe fou Alazred. On a Azathoth encore, la mention d'Azathoth. La mention d'Arkham, encore une fois. La mention également d'autres textes interdits. On avait le livre d'Eibon et alors celui-là, j'aimerais bien savoir ce que ça veut dire. Unaussprechlichen Kulten. Je suppose que ça veut dire les cultes indicibles. J'ai fait un peu d'allemand, mais ça remonte beaucoup. Enfin, j'ai fait beaucoup d'allemand, mais ça remonte beaucoup. Mais bon, ça a l'air d'être un mot assez transparent. Donc je suppose que le titre traduit, ça serait le culte indicible. Ouais, je pense. Kulten, culte. Sprech, c'est parler, si j'ai pas de conneries. Donc, Unhaus, ça serait pour faire la négation. Donc, Unaussprechlichen, ça voudrait dire qu'on ne peut pas dire, je suppose. Donc voilà, je pense qu'on reste toujours dans ce même délire d'innommable, d'indicible, qu'on retrouve très souvent chez Lovecraft. Il y a aussi la mention d'Arkham de Miskatonic, comme je le disais. Et mention encore plus intéressante, parce qu'elle lit de nouvelles de manière beaucoup plus étroite, c'est en effet la mention d'Innsmouth elle-même. Et ça, c'est très cool, parce que je ne m'attendais plus à voir de mention d'Innsmouth. À vrai dire, je m'attendais à ce que cette nouvelle n'ait pas de lien au mythe de Cthulhu, étant donné que les deux dernières n'en avaient pas. Et là, d'un seul coup, on a des personnages qui viennent directement d'Innsmouth, comme dans la première nouvelle éponyme de ce recueil, donc dans la nouvelle Le Cauchemar d'Innsmouth. Et en plus, on rappelle beaucoup d'éléments de cette nouvelle. Le fait que les gens d'Arkham n'aiment pas aller à Innsmouth, que les habitants d'Innsmouth sont très bizarres. D'ailleurs, nous on le sait, maintenant nous on est un peu dans la confidence, vu qu'on a déjà lu Le Cauchemar d'Innsmouth, on sait à quoi peut ressembler Azenath avec ses gros yeux globuleux. Attention, si vous voulez pas vous faire spoil et que vous n'avez pas lu, écouté, etc. Le Cauchemar d'Innsmouth, on sait que ça va tout à fait avec ces espèces d'hommes grenouilles, hommes poissons, hommes batraciens. Donc c'est hyper intéressant de le savoir, c'est hyper intéressant d'avoir un lien si fort, si étroit entre deux nouvelles, et d'avoir vraiment un personnage central de la nouvelle qui vient d'un endroit qui a été le lieu principal d'une autre nouvelle. Donc c'est ouais, ça lie les choses de manière très, encore une fois, très intime et très très profonde. Donc ça m'excite d'autant plus parce que c'est comme si il me donnait suffisamment à manger pour que je me dise putain, je veux en savoir plus. Putain, je veux en savoir plus, je veux savoir ce qui se passe après. Surtout que, encore une fois, et je pense que c'est un peu la spécialité de Lovecraft, encore une fois, la manière dont est structuré son récit est hyper intelligente, hyper agréable. Et là, je trouve que c'est l'un des meilleurs incipits, si je puis dire. Donc l'incipit, c'est le début d'un texte. Attendez, parce que ça fait très longtemps aussi que je suis sorti de mes études littéraires, donc j'ai peur de dire une bêtise. Donc je vais vérifier que je dis pas de bêtises, parce que là je balance ça en étant sûr de moi. Incipit, premier mot d'un livre. Ouais, voilà, c'est ça. Donc voilà, là je trouve que l'incipit est incroyable. Commencer la nouvelle en disant « Il est vrai que j'ai logé 6 balles dans la tête de mon meilleur ami, et pourtant j'espère montrer par le présent récit que je ne suis pas son meurtrier. » Je trouve ça incroyable comme début de nouvelle. Direct, ça te met dans le train du truc et t'as envie de savoir ce qui se passe. Et même les 2-3 paragraphes qui suivent sont hyper intéressants sur ce point-là. Et c'est quelque chose que fait tout le temps Lovecraft et que je trouve très réussi, et particulièrement sur la nouvelle du jour. C'est le fait de donner déjà la fin dès le début. Dire comment l'affaire a terminé dès le début, et ensuite, mais quand même laisser du mystère un peu partout, hein, bien sûr. Et ensuite, le narrateur qui te prend par la main et qui te dit « Ok. » En plus, là, c'est un narrateur interne, donc c'est encore plus prenant, je trouve. « Ok, je vais t'expliquer pourquoi on en est arrivé là, comment on en est arrivé là. » Et là, ça y est, le récit commence vraiment avec presque un récit chronologique où on repart au tout début de l'histoire chronologiquement pour avancer au fur et à mesure, petit à petit, ou au fur et à mesure, pas les deux mélangés, pas bien, pour vraiment avoir l'avancée de l'histoire intégrale, et
Ce qui est fort aussi là-dedans, c'est que c'est une sorte d'effeuillage en un sens. Quand tu fais les choses de manière chronologique, comme Lovecraft, très souvent du moins, ça te permet d'incorporer, et c'est un truc que fait très souvent le narrateur, encore plus quand c'est un narrateur interne, je trouve, d'incorporer des petits éléments qui auront des répercussions et qui auront des échos plus tard. Et c'est ça qui est marrant, c'est que le narrateur interne est au courant que ça aura de la répercussion plus tard, mais il nous le donne à manger, il nous le présente comme si, voilà, moi à cette époque je savais ça, on savait ça, il se passait ça. J'ai remarqué tel petit détail, il met pas forcément l'emphase ou l'accentuation dessus, et en fait plus tard tu te rends compte que c'était hyper important et que depuis le début on avait tout entre guillemets. Donc voilà, perso je suis extrêmement emballé par ce début de nouvelles, et j'ai très hâte de lire la suite. Bonsoir Dimal, bienvenue, comment ça va? Bienvenue sur le live. Et non, c'est la première pause. Je vais faire une deuxième pause dans quelques minutes. Et ensuite, on lira la fin. Donc là, on va passer au chapitre 4 et 5. Comme je le disais, la nouvelle est composée de 7 chapitres. J'ai lu les chapitres 1, 2, 3. Il y a la pause à laquelle vous êtes en train d'assister. Ensuite, il y aura le chapitre 4 et 5. Une deuxième pause. Et le chapitre 6 et 7. Et là, on aura terminé la nouvelle et le recueil de nouvelles. Voilà, voilou. Re-Miari. Écoutez, je vais reprendre sans plus de cérémonie, chers amis. Je vous souhaite de nouveau une bonne écoute. Bonne écoute, Nounours, nouveau venu, ça me fait plaisir, merci beaucoup. Donc, du coup, bonne écoute, Nounours, bonne écoute, l'écoute aux portes, bonne écoute, Dimal, bonne écoute, Miari Laura. Bonne écoute à tous ceux dans l'ombre et à ceux qui me regardent en rediffusion sur YouTube. Et je vous dis à tout à l'heure pour la seconde pause de ce soir. « 4. Derby était marié depuis plus de 3 ans quand, un jour d'août, je reçus ce télégramme du Maine. Il y avait 2 mois que je ne l'avais vu, mais j'avais appris qu'il était en voyage d'affaires. Azenath était censé l'accompagner, quoique des commères vigilantes aient affirmé qu'il y avait quelqu'un en haut dans la maison, derrière les fenêtres aux doubles rideaux tirés. Elles avaient observé les achats faits par les domestiques, et maintenant le shérif de Chesuncook me télégraphiait au sujet d'un fou crotté qui, sorti de la forêt en proie à un furieux délire, réclamait à grands cris ma protection. C'était Edward. Il avait juste été capable de se rappeler son nom, et puis le mien et mon adresse. Chesuncook se trouve à la lisière des forêts les plus sauvages, les plus profondes et les moins explorées du Maine. Il me fallut une journée entière de voyage fébrile et cahotant, sous la menace de paysages fantastiques, pour y parvenir en voiture. Je trouvai Derby dans une cellule de la ferme communale, oscillant entre la frénésie et l'abattement. Il me reconnut aussitôt, et se mit à débiter à mon intention un torrent de paroles insensées et à demi incohérentes. « Donne, pour l'amour de Dieu, la fosse aux Shoggoths, au bas des 6000 marches, l'abomination des abominations. Je n'ai jamais voulu qu'elle m'emmène, et c'est là que je me suis retrouvé. Yé, Chomnigorat !» La forme s'est élevée au-dessus de l'autel, et ils étaient 500 à hurler. La chose encapuchonnée bêlait « Kamog, Kamog !» C'était le nom secret du vieil Ephraim à l'assemblée. J'étais là, où elle avait promis de ne pas m'emmener. 1 minute plus tôt, j'étais enfermé dans la bibliothèque, et je me retrouvais là où elle était partie avec mon corps, dans ce lieu de suprême blasphème, l'enfer impie, où commence le royaume ténébreux, et où le veilleur garde la porte. J'ai vu un Shoggoth. Il changeait de forme. Je ne peux pas le supporter. Je ne le supporterai plus. Je la tuerai si jamais elle m'y envoie encore. Je tuerai cet être. Elle, lui, ça. Je tuerai cela. Je le tuerai de mes propres mains. Il me fallut 1 heure pour le calmer, mais il finit par s'apaiser. Le lendemain, je lui achetai au village des vêtements convenables, puis repartis avec lui pour Arkham. Sa fureur hystérique était passée, et il se montrait plutôt silencieux, bien qu'il commençât à grommeler obscurément pour lui-même quand la voiture traversa Augusta, comme si la vue d'une ville éveillait des souvenirs déplaisants. Il était clair qu'il n'avait pas envie de rentrer chez lui, et étant donné les fantasmes extravagants qu'il semblait entretenir à propos de sa femme, fantasmes sans doute nés d'une véritable épreuve hypnotique à laquelle il avait été soumis, je pensais qu'en effet, cela valait mieux. Je décidai de l'héberger moi-même pour un temps. Peu importe les désagréments que cela pourrait entraîner avec Azenath. Plus tard, je l'aiderais à obtenir le divorce, car à n'en pas douter,
Il y avait dans ce mariage un climat mental qui en faisait pour lui un suicide. Quand nous nous retrouvâmes en rase campagne, les marmonnements de Derby s'éteignirent, et je le laissai baisser la tête et s'assoupir sur son siège près de moi, tandis que je conduisais. Au crépuscule, pendant que nous traversions Portland, le murmure recommença, plus distinct qu'auparavant, et prêtant l'oreille, je saisis un flot d'insanités au sujet d'Azenath. L'ascendant qu'elle avait pris sur les nerfs d'Edward était évident, car il avait tissé autour d'elle tout un réseau d'hallucinations. La crise actuelle, marmonnait-il furtivement, n'était qu'un épisode dans une longue série. Elle s'emparait de lui, et un jour, il le savait, elle ne le lâcherait plus. Même maintenant, elle ne le quittait sans doute que lorsqu'elle y était obligée, parce qu'elle ne pouvait pas le retenir longtemps à chaque fois. Elle empruntait sans cesse son corps pour aller en des lieux sans nom, célébrer des rites innommables, le laissant dans son corps à elle, enfermé à clé à l'étage. Mais quand elle devait lâcher prise, il réintégrait soudain son corps à lui, dans quelque endroit affreux, loin de tout, et peut-être inconnu. Il arrivait qu'elle le reprenne alors, ou bien elle n'y parvenait pas. Il échouait souvent n'importe où dans l'état où je l'avais découvert. Il lui fallait de temps à autre chercher son chemin à des distances effrayantes de chez lui, et trouver quelqu'un pour conduire la voiture après l'avoir récupérée. Le pire, c'est que cette possession durait de plus en plus longtemps. Elle voulait être un homme, pour être pleinement humaine, voilà pourquoi elle s'emparait de lui. Elle avait deviné chez cet homme l'amalgame d'un cerveau exceptionnel et d'une volonté faible. Un jour, elle l'éliminerait complètement et disparaîtrait avec son corps d'homme, pour devenir un grand magicien comme son père, l'abandonnant, lui, dans cette enveloppe féminine qui n'était pas même tout à fait humaine. Oui, il savait maintenant ce qu'était le sang d'Innsmouth. Il y avait eu commerce avec des monstres venus de la mer. C'était atroce. Le vieil Ephraim avait connu le secret et, devenant vieux, il avait fait une chose hideuse pour rester vivant. Il voulait vivre éternellement. Azenath réussirait. Elle avait déjà fait ses preuves avec succès. Tandis que Derby poursuivait son murmure, je me tournai vers lui pour le regarder de près, et je vérifiai le changement que j'avais observé plus tôt. Paradoxalement, il semblait en meilleure forme que d'habitude, plus ferme, plus normalement développé, sans trace de la mollesse maladive due à son existence indolente. On eût dit qu'il avait été réellement actif et bien entraîné pour la première fois dans sa vie choyée, et j'en conclus que l'énergie d'Azenath avait dû le pousser dans des circuits peu communs d'activité et de vigilance. Mais, pour l'instant, son esprit était en triste état, car il marmottait d'incroyables extravagances à propos de sa femme, de magie noire, du vieil Ephraim, et de certaines révélations qui me convaincraient moi-même. Il répétait des noms, que je reconnaissais pour avoir feuilleté autrefois les livres interdits, et par instants me faisait frémir suivant le fil d'une logique mythologique, d'une cohérence convaincante, qui courait à travers sa divagation. Il s'arrêtait maintes et maintes fois, comme pour reprendre courage avant quelque ultime et terrible dévoilement. « Dan, ne te rappelles-tu pas? Ses yeux farouches, et sa barbe en broussailles qui n'a jamais blanchi. Un jour il m'a foudroyé du regard, et je ne l'ai jamais oublié. Maintenant elle me jette le même regard. Et je sais pourquoi. Il avait trouvé cela dans le Necronomicon, la formule. Je n'ose pas encore te dire la page, mais quand je le ferai, tu pourras lire, et tu comprendras. Tu sauras alors ce qui m'a englouti. Toujours, d'un corps à un autre, d'un corps à un autre, il entend ne jamais mourir. La flamme de la vie, il sait rompre l'enchaînement. Il peut frémir encore quelque temps, même lorsque le corps est mort. Je vais te donner des indices et tu devineras peut-être. Écoute, Dan, sais-tu pourquoi ma femme se donne tant de mal avec cette absurde écriture renversée? As-tu jamais vu un manuscrit du vieil Ephraim? Veux-tu savoir pourquoi j'ai frissonné en voyant des notes rapides griffonnées par Azenath? Azenath, une telle personne existe-t-elle vraiment? Pourquoi a-t-on eu l'idée qu'il y avait du poison dans l'estomac du vieil Ephraim? Pourquoi les Gilman parlent-ils à voix basse des cris étranges qu'il a poussés, ceux d'un enfant terrifié, quand il est devenu fou, et qu'Azenath l'a enfermé dans la mansarde capitonnée, où avait été l'autre? Était-ce l'âme du vieil Ephraim qui était enfermée? Qui avait enfermé qui? Pourquoi avait-il cherché pendant des mois un être très intelligent à la volonté faible? Pourquoi enrageait-il que sa fille ne soit pas un fils? Dis-moi, Daniel Upton, quel échange diabolique a été perpétré dans cette maison de l'horreur, où ce monstre impie tenait à sa merci son enfant confiante, docile, à demi-humaine? Ne l'a-t-il pas rendu permanent, comme elle veut enfin le faire avec moi? Dis-moi pourquoi ce monstre, qui se dit Azenath, écrit différemment quand elle ne se surveille pas, si bien qu'on ne peut distinguer son écriture de celle de... C'est alors que cela arriva. Dans son délire,
La voix de Derby s'était élevée dans les suraigus, quand brusquement elle fut coupée comme si un déclic venait de jouer. Je songeais à d'autres circonstances où, chez moi, ces confidences s'étaient tout à coup interrompues. J'avais eu alors la vague idée qu'une mystérieuse onde télépathique de la force mentale d'Azenath intervenait pour le faire taire. Ce qui se passait maintenant était absolument différent, et, je le sentais, infiniment horrible. Le visage tout proche se convulsa un instant jusqu'à être méconnaissable, tandis qu'un frisson parcourait tout le corps comme si les os, les organes, les muscles, les nerfs et les glandes se rajustaient en une attitude, un équilibre de tension et une personnalité radicalement différents. À quoi au juste tenait le comble de l'horreur, je suis incapable de le dire. Mais il déferla sur moi une telle vague de nausée et de répulsion, une impression si glaçante et pétrifiante d'inconnu et de monstrueux, que mes mains sur le volant devinrent molles et mal assurées. Celui qui était près de moi semblait moins un ami de toujours que quelque intrus effroyable de l'espace intersidéral, la coalition maudite et détestable de forces cosmiques aussi mystérieuses que maléfiques. Ma défaillance ne dura qu'un moment, mais presque aussitôt mon compagnon s'empara du volant et m'obligea à changer de place avec lui. La nuit était tombée et les lumières de Portland loin derrière nous, de sorte que je distinguais mal ses traits. L'éclat de ses yeux pourtant était extraordinaire, et je compris qu'il devait être alors dans cet état de bizarre surexcitation, si différent de son moi ordinaire, que tant de gens avaient remarqué. Il paraissait étrange et incroyable que l'indolent Edward Derby, incapable de s'affirmer et qui n'avait jamais appris à conduire, me donne des ordres et prenne le volant de ma propre voiture. C'est cependant ce qui s'était produit. Il ne dit rien pendant un certain temps, et dans mon inexplicable aversion, j'en fus heureux. Aux lumières de Bidford et Sacco, je vis ses lèvres serrées et frémies de son regard flamboyant. Les gens avaient raison. Il ressemblait diablement à sa femme et au vieil Éphraïm quand il était de cette humeur. Je ne m'étonnais pas de son caractère détestable, car il avait alors assurément quelque chose de surnaturel et de diabolique, et cet air sinistre me frappait d'autant plus que j'avais entendu ses furieux délires. En dépit de ma familiarité de toujours avec Edward Pickman Derby, cet homme était un étranger. Un intrus surgit du noir abîme. Il garda le silence jusqu'à ce que nous arrivions sur un bout de route obscure, et sa voix me sembla celle d'un inconnu. Profonde, plus ferme et plus tranchante que je ne l'avais jamais connue, son accent et son intonation étaient complètement différents, tout en évoquant dans ma mémoire un souvenir vague, lointain et plutôt inquiétant que je ne réussissais pas à situer. C'était, pensais-je, la trace d'une très profonde et réelle ironie dans le timbre, non pas la pseudo-ironie absurdément désinvolte des petits sophistiqués que Derby affectait d'habitude, mais une chose menaçante, fondamentale, pénétrante et éventuellement malfaisante. Je fus surpris de ce sang-froid, suivant de si près la litanie de ses murmures affolés. « J'espère que tu oublieras cette crise, Upton, » dit-il. « Tu connais ma nervosité, et je pense que tu l'excuseras. Je te suis très reconnaissant, bien sûr, de me ramener chez moi. Il faut oublier aussi toutes les folies que j'ai pu dire à propos de ma femme, et de tout en général. C'est le résultat d'un travail excessif dans un domaine comme le mien. Ma philosophie est pleine de concepts bizarres, et une intelligence surmenée fabrique en imagination toutes sortes d'applications concrètes. Je vais me reposer dès maintenant. Tu ne me verras sans doute pas pendant un certain temps, sans avoir à en blâmer Azenath. Ce voyage était un peu étrange, mais en réalité c'est très simple. Il y a des vestiges indiens dans les forêts du Nord, pierres dressées, etc., qui ont une grande importance dans le folklore, et avec Azenath, nous suivons la question. C'était une recherche ardue, et j'ai dû perdre la tête. J'enverrai quelqu'un chercher la voiture quand je serai rentré. Un mois de détente me remettra sur pied. Je ne me rappelle pas exactement quelle part je pris à la conversation, car l'étrangeté déconcertante de mon voisin m'occupait tout entier. Mon impression d'indéfinissable horreur cosmique grandissait d'une minute à l'autre, jusqu'au désir frénétique d'arriver au terme du voyage. Derby ne m'offrit pas de me rendre le volant, et je fus heureux de voir passer très vite Portsmouth et Newburyport. Au croisement où la grande route s'enfonce à l'intérieur des terres, évitant Innsmouth, je redoutais un peu que mon chauffeur ne prît la route sinistre du littoral qui traverse ce port maudit. Il ne le fit pas néanmoins, et fila par Rowley et Ipswich jusqu'à notre destination. Nous arrivâmes à Arkham avant minuit, et la vieille maison Crowninshield était encore éclairée. Derby descendit de voiture en me répétant hâtivement sa gratitude, et je rentrai seul chez moi avec un singulier soulagement. Ce trajet avait été terrible, d'autant plus terrible que je n'aurais pas su dire exactement pourquoi, et je ne regrettais pas que Derby prévoie une longue absence où il se passerait de ma compagnie.
5. Beaucoup de rumeurs coururent pendant les 2 mois suivants. Les gens disaient qu'on voyait de plus en plus d'Herbie dans sa nouvelle humeur active, et qu'Azenath n'était presque jamais là pour ses rares visiteurs. Je n'ai reçu qu'une visite d'Edward, venu en coup de vent avec la voiture d'Azenath, dûment récupérée là où il l'avait laissée dans le Maine, chercher des livres qu'il m'avait prêtés. Il était dans ses récentes dispositions, et ne resta que le temps de quelques vagues politesses. Il n'avait alors manifestement rien à discuter avec moi, et je remarquai qu'il ne prit même pas la peine en sonnant d'utiliser le vieux code, 3 coups puis 2. De cette soirée en voiture, il me restait une vague mais très intense horreur que je ne pouvais expliquer, si bien que son prompt départ fut un véritable soulagement. À la mi-septembre, Derby s'absenta une semaine, et certains étudiants du groupe avancé firent allusion d'un air entendu à une rencontre avec un célèbre chef de culte, récemment expulsé d'Angleterre, qui avait établi son quartier général à New York. Pour ma part, je ne pouvais chasser de mon esprit cette étrange randonnée du Maine. La métamorphose dont j'avais été le témoin m'avait profondément impressionné, et je me surprenais sans cesse à y chercher une explication, ainsi qu'à l'horreur extrême qu'elle m'avait inspirée. Mais le plus surprenant, c'étaient les bruits de sanglots que, paraît-il, on entendait dans la vieille maison Crowninshield. La voix semblait féminine, et certains des plus jeunes croyaient reconnaître celle d'Azenath. Elle se faisait rarement entendre, et donnait parfois l'impression d'être étouffée de force. On parla d'une enquête qui fut abandonnée quand Azenath se montra dans les rues et bavarda d'un ton alerte avec quantité de ses relations, s'excusant de ses récentes absences et parlant incidemment de la dépression nerveuse et de l'hystérie d'une invitée de Boston. On n'avait jamais vu l'invité, mais la présence d'Azenath coupa court à tout. Puis quelqu'un compliqua les choses en murmurant qu'une fois ou deux les sanglots venaient d'une voix d'homme. Un soir de la mi-octobre, j'entendis la sonnerie familière, 3 coups puis 2, à la porte d'entrée. Ayant répondu moi-même, je trouvai Edward sur le seuil, et me rendis compte immédiatement que sa personnalité était l'ancienne, celle que je n'avais pas rencontrée depuis le jour de son délire pendant le terrible retour de Chesuncook. Son visage était animé d'émotions contradictoires, parmi lesquelles la crainte et le triomphe semblaient se partager l'empire, et il jeta un regard furtif par-dessus son épaule quand je refermai la porte derrière lui. Me suivant d'un pas indécis dans le bureau, il me demanda du whisky pour se calmer les nerfs. Je me gardai de le questionner, attendant qu'il fût disposé à aborder ce qu'il voulait dire. Il se décida enfin à s'expliquer d'une voix étouffée. « Azenath est parti, Dan. Nous avons eu hier soir une longue conversation, en l'absence des domestiques, et je lui ai fait promettre de ne plus s'attaquer à moi. Naturellement, j'avais certaines défenses occultes dont je ne t'ai jamais parlé. Elle a été obligée de céder, mais elle était folle de rage. Elle a plié bagages, direction New York, filé juste à temps pour attraper le train de Boston, à 8h20. Je suppose que les gens vont bavarder, mais je n'y peux rien. Inutile de raconter qu'il y a eu une dispute. Dis simplement qu'elle est partie pour un long voyage d'études. Elle va probablement s'installer avec un de ces horribles groupes de fanatiques. J'espère qu'elle ira au diable, et que j'obtiendrai le divorce. En tout cas, je lui ai fait promettre de garder ses distances et de me laisser tranquille. C'était atroce, Dan. Elle me volait mon corps, m'enchassait, me gardait prisonnier. Je me soumettais, feignant de la laisser faire, mais il fallait rester sur mes gardes. Je réussissais à m'organiser à condition de faire attention, car elle ne pouvait pas lire entièrement le détail de mes pensées. Tout ce qu'elle déchiffrait de mes projets, c'était une sorte d'humeur rebelle, et elle m'a toujours cru désarmé. Jamais cru capable de triompher d'elle. Mais je connaissais une ou deux formules qui ont agi. Derby regarda par-dessus son épaule et reprit un peu de whisky. J'ai congédié ces maudits domestiques, ce matin, quand ils sont revenus. Ils ont menacé et posé des questions, mais ils sont partis. Ils sont de son espèce, des gens d'Innsmouth, et ont toujours été avec elle comme cul et chemise. J'espère qu'ils me laisseront tranquille. Je n'ai pas aimé le rire qu'ils ont eu en partant. Il faut que je retrouve autant que possible les vieux serviteurs de papa. Je vais retourner chez moi à présent. Tu dois me croire fou, Dan, mais l'histoire d'Arkham devrait te rappeler des choses qui confirment ce que je t'ai dit, et ce que je vais te dire. Tu as assisté aussi à l'une de ces métamorphoses dans ta voiture, après que je t'ai parlé d'Azenath, ce jour-là, au retour du Maine. Au moment où elle m'a pris, chassé de mon corps. La dernière chose que je me rappelle de ce voyage, c'est que j'essayais de t'expliquer ce qu'est ce démon femelle. Alors elle m'a pris, et en un clin d'œil, je me suis retrouvé à la maison, dans la bibliothèque, où ces maudits domestiques m'avaient enfermé à clé, et dans le corps de cette diablesse, qui n'est même pas humaine. Tu sais, c'est sûrement elle que tu as dû ramener, ce loup dévorant dans mon corps. Tu as dû sentir la différence. Je frissonnai quand il se tut. Certes, j'avais senti la différence, mais pouvais-je accepter une explication aussi insensée? Cependant mon visiteur, égaré,
délirait encore davantage. Il fallait que je me délivre. Il le fallait, Dan. Elle m'aurait eu pour de bon à la Toussaint. Ils font un sabbat là-bas, au-delà de Chesuncook, et le sacrifice aurait confirmé la chose. Elle m'aurait eu pour de bon. Elle aurait été moi, et j'aurais été elle. Pour toujours. Trop tard. Mon corps serait devenu le sien pour de bon. Elle aurait été un homme, et pleinement humaine, comme elle le voulait. Je suppose qu'elle se serait débarrassée de moi, en tuant son ancien corps, avec moi dedans, que le diable emporte, exactement comme elle l'avait déjà fait. Exactement comme elle. Il, ou ça, l'avait déjà fait. Le visage d'Edward était affreusement convulsé, et il le pencha exagérément près du mien tandis que sa voix devenait un murmure. Il faut que tu saches ce que je voulais dire dans la voiture. Qu'elle n'est pas du tout Asenath, mais réellement le vieil Ephraim lui-même. Je m'en doutais il y a 1 an et demi, et je le sais maintenant. Son écriture le prouve quand elle ne se surveille pas. Elle griffonne parfois une note d'une écriture semblable à celle des manuscrits de son père, trait pour trait. Et parfois, elle dit des choses que seul pourrait dire un vieil homme comme Ephraim. Il a changé de forme avec elle quand il a senti venir la mort. Il n'avait trouvé qu'elle dont le cerveau lui convint, avec une volonté assez faible. Il s'est emparé de son corps, pour toujours comme elle voulait le faire du mien, puis a empoisonné le vieux corps dans lequel il l'avait mise. N'as-tu pas vu 100 fois l'âme du vieil Ephraim flamboyer dans les yeux de cette diablesse? Dans les miens, quand elle maîtrise mon corps. Le murmure s'était fait haletant, et il s'arrêta pour respirer. Je ne répondis pas, et quand il reprit la parole, sa voix était plus normale. Voilà, me dis-je, un cas pour l'asile, mais ce n'est pas moi qui l'y enverrai. Maintenant qu'il est libéré d'Asenath, le temps fera peut-être son œuvre. Je sentais qu'il ne voudrait jamais plus se mêler d'occultisme morbide. Je t'en dirai davantage plus tard. À présent, j'ai besoin d'un long repos. Je te parlerai des horreurs interdites qu'elle m'a fait pénétrer, des horreurs séculaires qui suppurent encore aujourd'hui dans des coins perdus, entretenus par quelques prêtres monstrueux. Il y a des gens qui savent sur l'univers, des secrets que nul ne devrait connaître, et qui sont capables de choses que nul ne devrait pouvoir faire. J'y étais plongé jusqu'au cou, mais c'est fini. À présent, je brûlerai ce maudit Necronomicon, et tout le reste, si j'étais bibliothécaire à Miskatonic. Mais elle n'a plus pris sur moi. Il faut que je quitte le plus tôt possible cette maison détestable, et que je me retourne chez moi. Tu pourras m'aider, je le sais, si j'en ai besoin. Ces domestiques diaboliques, tu comprends? Et si les gens posaient trop de questions à propos d'Asenath? Je ne peux pas leur donner son adresse. Et puis, certains groupes de chercheurs, certains cultes, tu vois, risqueraient de se méprendre sur notre rupture. Quelques-uns ont des idées et des méthodes rudement bizarres. Je sais que tu ne m'abandonneras pas s'il arrive quelque chose, même si je dois t'apprendre bien des choses qui te choqueront. J'invitai Edward à rester couché cette nuit-là dans une des chambres d'amis, et le matin il paraissait plus calme. Nous envisageâmes diverses possibilités pour préparer son retour dans la demeure des Derby, et j'espérais qu'il le ferait sans tarder. Il ne vint pas le lendemain soir, mais je le vis souvent au cours des semaines suivantes. Nous parlions le moins possible de sujets bizarres et déplaisants, mais plutôt de la remise à neuf de la maison Derby, et des voyages qu'Edward promettait de faire avec mon fils et moi l'été suivant. D'Asenath, il ne fut presque pas question, car je sentais qu'il y avait là un problème particulièrement inquiétant. Les commérages, bien sûr, ne manquaient pas, mais ce n'était pas une nouveauté avec le singulier ménage de la vieille maison Crowninshield. Ce qui me déplut, c'est ce que laissa entendre le banquier des Derby, fâcheusement en veine de confidence, au club Miskatonic, à propos de chèques qu'Edward envoyait régulièrement à des nommés Moses et Abigail Sargent et à une certaine Eunice Babson à Innsmouth. Cela voulait dire que ces domestiques au visage répugnant lui extorquaient une sorte de tribut, et pourtant il ne m'en avait pas parlé. Je souhaitais que vienne l'été, et les vacances de mon fils à Harvard, pour que nous emmenions Edward en Europe. Je m'aperçus bientôt qu'il ne se remettait pas aussi vite que je l'avais espéré. Il y avait quelque chose d'un peu hystérique dans ses rares accès de gaieté, alors que ses crises de peur et de dépression devenaient de plus en plus fréquentes. Bien que la vieille maison des Derby fût prête en décembre, il retardait sans cesse le déménagement. Ce domaine de Crowninshield, qu'il haïssait et semblait craindre, il n'en était pas moins curieusement esclave. Il ne pouvait se décider à le dépouiller, et inventer toutes sortes d'excuses pour reculer l'exécution. Quand je le lui fis remarquer, il en parut inexplicablement terrifié. Le vieux maître d'hôtel de son père, qui était là avec d'autres anciens domestiques de la famille, me dit un jour sa surprise et son inquiétude de voir parfois Edward rôder dans toute la maison, et particulièrement à la cave. Je me demandais si Asenath avait écrit des lettres alarmantes,
mais le maître d'hôtel m'assura qu'aucun courrier n'était arrivé venant d'elle. Et je vais m'arrêter là pour cette phase de lecture, les amis. Nous passons à la seconde pause de ce soir. Pouah, j'adore. Et du coup, à tous ceux qui sont dans le chat. Alors, j'essaie de vous lire rapidement. Et du coup, ok, d'accord. Ah, apparemment, vous avez des problèmes de réseau. Je suis vraiment désolé, encore une fois, malheureusement, je n'y peux malheureusement rien. Grosso modo, le problème avec le réseau, comme vous dites, c'est qu'en fait, le live est capé. Enfin, comment dire. Le live est bloqué en 720p, en qualité 720p, qui est une assez bonne qualité quand même, qui est donc assez lourde et qui nécessite une relativement bonne connexion pour pouvoir suivre. Tout simplement parce que en gros, si vous n'avez pas le choix de la qualité ou si la qualité change pas automatiquement, ça veut dire qu'il y a beaucoup de gens qui sont en train de streamer sur Twitch. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui sont en train de faire un live. Ce qui fait que, que Twitch met à disposition d'abord ses serveurs pour leurs partenaires. Et moi je suis pas partenaire Twitch, je suis affilié Twitch, ce qui est, on va dire, la catégorie juste en dessous. Ce qui fait que je suis pas prioritaire sur les serveurs entre guillemets Twitch. Donc voilà, c'est pour ça que vous en êtes rendu peut-être à avoir du mal à suivre ces lives en live. Désolé. J'aime beaucoup cette nouvelle, je l'avais déjà écoutée, je m'en souviens assez bien. Je me rappelle de cette nouvelle, elle est excellente. Je vois que ça a l'air d'être à votre goût en effet. Sur mobile, on peut avoir le mode audio. Ah bah je sais pas, j'avoue que je suis pas utilisateur Twitch sur mobile, donc si vous me dites qu'on peut avoir uniquement l'audio sur mobile, très bien. Tant mieux, j'ai envie de dire, parce que c'est vrai que en un sens sur Twitch, il y a beaucoup de contenu qui pourrait être consommé de manière uniquement radio. Comme beaucoup de contenu vidéo au final sur YouTube qu'on peut clairement consommer en faisant autre chose en même temps. Mais du coup, c'est pas mal à savoir ça. Merci pour l'info. C'est pas mal à savoir ça. Mais sinon, oui, je suis tout à fait de votre avis, Dimal et Miari. Donc, Dimal et Miari, attention, pas de spoil. Mes deux chers amis qui connaissaient la suite de cette nouvelle. Mais moi, je suis complètement embarqué dedans. J'ai pas forcément beaucoup plus de commentaires à faire sur la suite de la lecture parce que voilà, mes commentaires seraient mince, j'ai perdu le mot que je voulais employer, c'est terrible. Seraient relativement les mêmes que lors de la première pause, tout simplement. C'est juste qu'il me faut une pause pour me reposer la voix un petit peu. Et puis aussi, c'est un truc, j'avoue, je le sais, je le sens souvent. Quand j'arrive vers la fin d'une œuvre, en fait, j'ai déjà tellement commenté tout au long de l'œuvre que à moins que je me répète, j'ai plus grand chose à ajouter, quoi. Donc je continue à trouver ça très très cool. Là pour le coup on a eu pas mal de moments de dialogue ou plutôt de monologue, en tout cas de paroles rapportées de notre cher Edward. Et ça pareil, je trouve que c'est hyper intéressant, de la même manière qu'on avait eu, c'était dans le cauchemar d'Innsmouth je crois d'ailleurs. Ah je suis plus sûr, si je crois, qu'on avait eu le dialogue du fou là. Comment il s'appelait? C'était Zadok ou un truc comme ça. C'était hyper intéressant d'avoir ce monologue du fou dans la première nouvelle de ce recueil. Donc là, pareil, avoir un monologue du taré qui dit tout ce qui lui vient à l'esprit, qui est totalement dans l'horreur, qui est totalement terrifié, qui a totalement peur, et qui est totalement peut-être fou en effet, à avoir été confronté à des choses trop obscures et trop incompréhensibles pour son petit cerveau. Du coup je trouve ça hyper intéressant et ça met direct dans l'ambiance et on comprend tout de suite où ça veut aller. On a eu encore des mentions du Necronomicon, on a eu encore des mentions de plein de choses qui relient les nouvelles les unes aux autres, que ce soit des noms propres de villes
On a eu par exemple Rowley et Ipswich, dont on avait déjà entendu parler encore une fois dans les cauchemars d'Innsmouth. Même des noms de famille. La famille Sargent, on l'a déjà rencontré. La famille Babson, on l'a déjà rencontré si je ne dis pas de bêtises. Donc c'est hyper sympa de voir cette espèce de généalogie, cette espèce de voilà d'arborescence qui contamine plusieurs nouvelles comme un poison. Donc c'est hyper intéressant tout ça je trouve. Et ouais, je suis complètement dedans. Je suis complètement dedans. C'est marrant, enfin, comme quoi Lovecraft est allé vraiment piocher dans un peu tout, parce que avant la lecture de ce recueil de nouvelles, je savais pas forcément qu'il avait employé des figures, je vais dire plus classiques de sorcières entre guillemets. Là, on a été souvent confronté à des sorcières, et là, encore une fois, il met en scène une autre bizarrerie, qui est du coup une sorte de possession de corps, voire une télépathie, voire une télékinésie, enfin, pas télékinésie, mais plutôt télépathie, hypnose ou ce genre de choses. Donc encore une fois, hyper intéressant, tout ce... comment dire, toutes ces nouveautés, si je puis dire, dans l'œuvre de Lovecraft. Je trouve ça vraiment fascinant, enfin, je sais pas, j'adore. Il a quand même la capacité d'à chaque fois ajouter des nouveaux ingrédients intéressants et qui te tiennent en haleine dans ses nouvelles. Donc ouais, je suis vraiment très content pour le moment de cette nouvelle. Et j'ai juste hyper hâte de voir quelle va être la chute du coup, parce que là pour le moment j'ai du mal à voir comment on en arrive précisément au fait que notre narrateur ait tiré 6 balles dans la tête de... Attends, c'était ça, hein? C'était 6 balles dans la tête, je crois, de son meilleur ami, quoi. Attendez. Ouais, c'est ça. Donc bon, j'ai du mal encore à voir quand est-ce que se fait le déclenchement, mais j'ai hâte que ça nous soit compté, justement. Alors, vu comment la nouvelle commence, je vois pas trop ce qu'on pourrait spoil. Genre à la fin, en fait, c'est le début, oh là là. Ouais, c'est sûr que c'est la manière de faire de Lovecraft très souvent, donc voilà, mais ce qui est important, c'est la manière. Ça me fait penser un peu à une chose que j'ai très souvent dit, à savoir que je suis pas très sensible au spoil, et que ça me dérange pas le spoil de manière globale, sauf quand c'est hyper révélateur, enfin sauf quand ça détruit tout le reste de l'histoire. C'est très particulier ce que je veux dire, peut-être que ça va pas sembler avoir de sens, mais en fait ça a du sens pour moi. C'est-à-dire qu'il y a plein de spoils qui en eux-mêmes n'apportent rien. Il y a plein de spoils où si on te dit un tel est mort ou un tel a tué un tel, bah ouais, ok, très souvent je trouve que ça n'impacte pas tellement la surprise que tu peux avoir ou le fun ou le plaisir que tu peux avoir à découvrir l'histoire, etc. Bien souvent, ce qui m'intéresse, moi, c'est pas tellement l'événement en lui-même, l'action en lui-même, sauf dans des cas précis où c'est l'action qui fait toute l'histoire, on va dire, mais plutôt la manière dont c'est raconté, la manière dont c'est amené, la structure pour amener à cette révélation et ainsi de suite. Idem, cette nouvelle est très intéressante avec cette possession. Ouais, c'est grave cool. J'avais fait un méchant de JDR qui faisait la même chose, mais ça le dérangeait pas d'avoir un corps mâle ou femelle. Je pense que Lovecraft, j'en ai beaucoup trop d'un coup. J'en ai écouté beaucoup trop d'un coup. Fut un temps, ça me blasait un peu. Ah! Ah, moi je... Ouais, moi je me lasse pas. Après, je grignote une fois de temps en temps, ouais, c'est ça aussi, mais... Je fais des pauses entre les lectures de Lovecraft, j'avoue, mais là, vraiment, comme je vous disais, j'ai lu quand même beaucoup de Lovecraft dans ma vie, et je m'attendais pas à être rechopé à ce point. C'est même pire que rechopé, c'est-à-dire que vraiment, là, pour moi, ça tient pour les nouvelles que j'ai préféré lire de Lovecraft, quoi. Puis ce que j'adore aussi, c'est que, ouais, c'est... À la fois, c'est encore plus dans son délire, c'est-à-dire que à la fois, on en apprend beaucoup plus, on a encore des mentions du Necronomicon, des Shoggoths, de paroles et de langages interdits, étranges, etc. Mais à la fois, tout cela se mélange à des choses un peu plus basiques, on va dire, comme les sorcières ou ce genre de choses.
Et pourtant, ouais, je sais pas, je les trouve plus accessibles et à la fois plus intéressantes. Elles te donnent envie de... Je sais pas, elles donnent vachement envie de creuser en fait. Je trouve que, bah, comme je disais, c'est assez ludique, je crois que j'en parlais dans un live précédent, mais c'est assez ludique en fait Lovecraft, surtout dans ce genre de recueil où toutes les nouvelles sont connectées, encore plus dans la globalité du mythe de Cthulhu, mais où en fait c'est hyper ludique parce que tu vois des noms qui te disent quelque chose, tu entends parler de concepts, de villes, d'actions, d'événements, etc., dont tu as déjà entendu plus ou moins parler, etc. Et du coup, t'as envie de recréer la carte mentale et de te dire ah ouais d'accord, ça c'est en lien à ça, mais putain ça veut dire ça, mais c'est incroyable. Et en fait voilà, c'est la recherche, j'ai envie de dire la curiosité humaine, de la recherche de cohérence en fait, la recherche naturelle de cohérence, de logique, qui fait que bah on est hyper aspiré par le truc parce qu'on veut voir à tout prix comment les choses s'imbriquent les unes dans les autres et comment tout cela est organisé parce que on devine une organisation, mais pas suffisamment pour que ça soit tellement clair qu'on ne doive pas se passionner du truc pour aller fouiller un petit peu, quoi. C'est ça qui est fort, il y a vraiment une mise en tension et un un flou mystique très bien ménagé. Donc c'est vraiment cool, je trouve. C'est vrai que Lovecraft c'est assez répétitif à consommer avec modération. Ouais, c'est vrai, je partage assez votre avis. C'est vrai que bah, je l'ai encore dit dans la pause de tout à l'heure et je l'ai dit dans les lives précédents, mais c'est vrai que je suis assez de votre avis. Déjà, de prime abord, enfin de base plutôt, je dirais que ce qui fait l'intérêt de Lovecraft, c'est pas forcément son style littéraire, je trouve. Enfin, voilà, vraiment sa plume entre guillemets, je trouve pas qu'il écrive particulièrement. Je trouve pas que ses phrases soient particulièrement empreintes de poésie. Voilà, je trouve pas qu'il écrive super bien. Mais ce qui est intéressant, c'est surtout ses structures et ses scénarios et ses idées un petit peu loufoques, on va dire entre guillemets. Donc c'est ça qui est vraiment cool. Mais c'est vrai que grosso modo, beaucoup de ces nouvelles suivent le même pattern et on reconnaît très souvent sa recette en quelque sorte. Oui, puis peu de temps tu tombes sur un poème ou un univers différent et ça n'a plus rien à voir, puis ça redevient répétitif. Ouais, mais c'est exactement ça aussi, c'est que justement, c'est ça qui est cool avec Lovecraft, c'est que par exemple, là ça faisait longtemps que j'en avais pas lu, je m'attendais à ce que ça soit sympa mais sans plus, et au final je tombe amoureux littéralement de ce recueil de nouvelles que j'adore, et en plus je découvre de nouvelles facettes aussi, puisque comme je vous le disais, j'avais jamais lu de texte autant lié au mythe de Cthulhu, donc du coup déjà ça me plaît, ça me fait kiffer de ouf. Et en plus, même si à l'instant je viens de dire que le point fort de Lovecraft c'était pas forcément sa prose, c'était pas forcément sa manière d'écrire, son style, eh bien je trouve que dans ce recueil-là, dans ces nouvelles précisément, il y a quelques phrases à certains moments qui sont hyper bien pensées, hyper ingénieuses euh, et hyper belles aussi parfois, pour faire deviner des petites choses sur la suite de l'histoire et ainsi de suite. Notamment tous les incipits qui sont extrêmement réussis, je trouve, particulièrement celui de La Nouvelle du Soir, Le Monstre sur le Seuil. L'incipit est dinguissime. Allez les amis, trêve de bavardage, j'ai pas envie de me répéter, j'ai tendance à le faire beaucoup déjà. Donc je vais vous laisser et reprendre la lecture pour les chapitres 6 et 7. Et puis là pour le coup ça devrait aller vachement plus vite. Vachement plus vite, vachement plus vite. Il ne nous reste que 9 pages je crois, ouais c'est ça. Donc ça devrait reprendre vite. Et puis je vous souhaite à tous une bonne écoute Miyari Laura, bonne écoute les couteaux aux portes, bonne écoute d'Imal. Je crois que notre ami de tout à l'heure est peut-être parti, je sais pas. Bonne écoute Nounours dans le doute, bonne écoute à tous en nombre et ceux qui me regardent en rediffusion sur YouTube. Faudrait que je me fasse une règle dans ma tête, genre à partir de 5 viewers, je dis plus les pseudos ou un truc comme ça, je sais pas. Bref, bonne écoute que vous me regardiez sur Twitch ou YouTube de toute manière. À tout à l'heure pour l'outro les amis. 6. C'est aux environs de Noël que Derby s'effondra un soir qu'il était chez moi. J'orientais la conversation vers les voyages de l'été suivant, quand soudain il poussa un cri et bondit de son siège avec un air de bouleversant et incontrôlable effroi, une terreur cosmique et une répugnance telle que seuls les gouffres infernaux du cauchemar peuvent en inspirer à un esprit sensé.
Mon cerveau! Mon cerveau! Mon Dieu! Dan! Ça tire! De là-bas! Ça cogne! Ça griffe! Cette diablesse! Même maintenant! Ephraim! Kamog! Kamog! La fosse Shogot! Yé! Shub-Nigorat! Le bouc aux 1000 chevreaux! La flamme! La flamme! Au-delà du corps! Au-delà de la vie! Dans la terre! Oh mon Dieu! Je le ramenai à son fauteuil et lui versai un peu de vin dans la gorge, tandis que sa frénésie sombrait dans une morne apathie. Il ne résista pas, mais continua à remuer les lèvres comme s'il parlait tout seul. Je me rendis bientôt compte qu'il essayait de me dire quelque chose, et je tendis l'oreille vers sa bouche pour saisir ses faibles paroles. « Toujours, toujours, elle essaie. J'aurais dû m'en douter. Rien ne peut arrêter cette force, ni la distance, ni la magie, ni la mort. Ça vient surtout la nuit. Je ne peux pas partir. C'est horrible. Oh mon Dieu, Dan, si tu savais seulement comme moi à quel point c'est horrible. » Quand il s'affaissa hébété, je l'installai sur des oreillers et le laissai s'abandonner à un sommeil normal. Je n'appelai pas de médecin, car je savais ce qu'on dirait de sa santé mentale, et je voulais, si possible, donner encore une chance à la nature. Il s'éveilla à minuit, et je le menai coucher au premier étage, mais le matin il était parti. Il avait quitté silencieusement la maison, et son maître d'hôtel, que j'appelai au téléphone, me dit qu'il était chez lui, arpentant fébrilement la bibliothèque. Dès lors, la personnalité d'Edward se désintégra rapidement. Il ne venait plus chez moi, mais j'allais le voir chaque jour. Il était toujours assis dans sa bibliothèque, les yeux dans le vide, avec une attitude bizarre d'écoute. Il parlait quelquefois raisonnablement, mais toujours de choses banales. Toute allusion à son état, à des projets d'avenir ou à Zénath, le jetait dans la frénésie. Son maître d'hôtel disait qu'il avait la nuit des crises effrayantes et qu'alors il pourrait se blesser. J'eus un long entretien avec son médecin, son banquier et son notaire, et finalement je le fis examiner par le docteur et 2 spécialistes de ces collèges. Il fut pris dès les premières questions de spasmes violents et navrants, si bien que le soir même une voiture fermée emmena à la maison de santé d'Arkham son pauvre corps convulsé. Je devins son tuteur et lui rendis visite 2 fois par semaine, les larmes aux yeux en entendant ses cris farouches, ses murmures terrifiés, et la répétition atroce, incessante des mêmes phrases. « Il fallait que je le fasse, il fallait que je le fasse. Il m'aura ce monstre, il m'aura. En bas, dans les ténèbres. Mère, Dan, sauve-moi, sauve-moi. » Y avait-il un espoir de guérison? Nul ne pouvait le dire, mais je m'efforçais d'être optimiste. Edward devait avoir un foyer s'il s'en tirait. Je transférai donc son personnel dans la demeure des Derby, qu'il choisirait certainement lorsqu'il aurait retrouvé la raison. Quant au domaine de Crowninshield, avec ses aménagements compliqués et ses collections d'objets absolument inexplicables, je ne savais qu'en faire, et le laissai momentanément en l'état, en priant la femme de chambre des Derby d'aller y faire le ménage des pièces principales 1 fois par semaine, et le préposé au chauffage d'y faire du feu ce jour-là. Le cauchemar final survint avant la Chandeleur, précédé, cruelle ironie, par un fort rayon d'espoir. Un matin de la fin janvier, on me téléphona de la maison de santé qu'Edward avait subitement retrouvé la raison. Le fil de sa mémoire, disait-on, était gravement altéré, mais la santé mentale elle-même était certaine. Il devrait naturellement rester quelque temps en observation, mais on ne pouvait guère douter du résultat. Si tout allait bien, il serait sûrement libre au bout d'1 semaine. Je partis en toute hâte, débordant de joie, mais je restai confondu quand une infirmière m'introduisit dans la chambre d'Edward. Le malade se leva pour m'accueillir, me tendit la main avec un sourire poli, mais je m'aperçus immédiatement qu'il était possédé de cette personnalité curieusement dynamisée qui semblait si étrangère à sa vraie nature. La personnalité efficace dont j'avais ressenti confusément l'horreur et dont Edward affirmait qu'elle était l'âme envahissante de sa femme. C'était le même regard flamboyant, celui d'Azénath et du vieil Ephraim, les mêmes lèvres serrées. Et quand il parlait, je percevais dans sa voix la même ironie méchante et pénétrante, la profonde ironie si évocatrice du mal en puissance. C'était la personne qui conduisait ma voiture dans la nuit 5 mois plus tôt, celle que je n'avais pas revue depuis la brève apparition, où le visiteur avait oublié la sonnerie codée d'autrefois et suscité en moi ses confuses terreurs. Et il m'inspirait à présent le même sentiment obscur d'étrangeté impie et d'indicible leader cosmique. Il me parla de bonne grâce des dispositions prévues pour sa sortie, et je ne pus qu'acquiescer en dépit de certaines lacunes frappantes dans ses souvenirs récents.
Je pressentais je ne sais quoi de terrible, d'inexplicablement faux et anormal. Il y avait là des horreurs qui m'échappaient. Cette personne était censée, mais était-ce bien l'Edward Derby que j'avais connu? Sinon c'était qui, ou quoi, et où était Edward? Fallait-il libérer celui-là ou l'enfermer, ou devait-on l'éliminer de la surface du globe? Il y avait dans tout ce que disait cette créature une nuance d'atroce sarcasme. Le regard, tel celui d'Azénat, conférait une note de dérision particulière, déconcertante à certains mots concernant la proche liberté obtenue grâce à une réclusion particulièrement étroite. Je dus me conduire comme un lourdeau, et je fus heureux de me retirer. Toute la journée et le lendemain, je me torturais l'esprit avec ce problème. Que s'était-il passé? Quelle sorte d'intelligence observée par ces yeux étrangers dans le visage d'Edward? Je n'avais rien en tête que cette énigme obscurément effrayante, et renonçai à tout effort pour accomplir mon travail habituel. Le matin du second jour, l'hôpital téléphona pour dire que le malade rétabli était dans le même état, et vers le soir je faillis avoir une crise de nerfs, ce que j'en conviens, d'autres pourront considérer comme une explication de ma vision ultérieure. Je n'ai rien à dire sur ce point, si ce n'est qu'aucune folie de ma part ne saurait suffire à expliquer tous les faits. 7. Ce fut dans la nuit, après cette seconde soirée, que l'horreur suprême, absolue, fondit sur moi, accablant mon esprit d'une panique intense et poignante dont il ne pourra jamais se délivrer. Cela commença par un appel téléphonique juste avant minuit. J'étais le seul debout, et un peu somnolent, je pris la communication en bas dans la bibliothèque. Il n'y avait apparemment personne sur la ligne, et j'allais raccrocher avant de monter me coucher, quand il me sembla percevoir un faible son à l'autre bout du fil. Était-ce l'effort de quelqu'un qui avait de gros problèmes d'élocution? Prêtant l'oreille, j'entendis comme un bruit de bulles semi-liquides. Glou, 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 qui rappelait curieusement un mot inarticulé, incompréhensible, et des syllabes séparées. Je demandai « Qui est à l'appareil ?» Mais la seule réponse fut « Glou, 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 glou ». Je ne pouvais que supposer un bruit mécanique, mais pensant qu'il s'agissait d'un appareil en dérangement qui pouvait peut-être recevoir mais non émettre, j'ajoutai « Je ne vous entends pas. Il vaut mieux raccrocher et demander le renseignement. » J'entendis immédiatement raccrocher à l'autre bout du fil. C'était, dis-je, juste avant minuit. Quand par la suite on localisa l'appel, on découvrit qu'il venait de la vieille maison Crowninshield. Pourtant, il s'était bien passé la moitié d'une semaine depuis le jour où la femme de chambre y avait travaillé. J'évoquerai seulement ce que l'on trouva dans cette maison. Une réserve tout au fond de la cave mise sans dessus-dessous, des traces de pas, de la saleté, la garde-robe hâtivement pillée, des empreintes déconcertantes sur le téléphone, la papeterie et le bureau bizarrement utilisés, et une détestable puanteur qui imprégnait tout. Les pauvres imbéciles de la police, fiers de leur petite théorie, sont toujours à la recherche de ces sinistres domestiques congédiés qui ont disparu de la circulation au milieu du scandale actuel. Ils parlent d'une vengeance macabre pour ce qui s'est passé et prétendent que j'y étais visé parce que j'étais le meilleur ami et le conseiller d'Edward. Crétins! S'imaginent-ils que ces singes incultes auraient pu contrefaire cette écriture? S'imaginent-ils donc qu'ils ont pu amener ce qui est arrivé ensuite? Sont-ils aveugles au changement dans ce corps qui était celui d'Edward? Quant à moi, je crois maintenant tout ce que m'a dit Edward Derby. Il y a des horreurs aux frontières de la vie que nous ne soupçonnons pas, et de temps à autre la funeste curiosité d'un homme les met à portée de nous nuire. Ephraim, Azénat, les a appelées, et elles ont englouti Edward comme elles menacent de m'engloutir. Puis-je être sûr d'être hors de danger? Ces puissances survivent à la mort du corps matériel. Le lendemain, dans l'après-midi, quand sorti de mon accablement, je fus capable de marcher et de parler de façon suivie, je suis allé à l'asile, et je l'ai tué pour le bien d'Edward et du monde. Mais puis-je avoir quelque certitude tant qu'il n'est pas incinéré? Il garde le corps pour de ridicules autopsies par différents médecins, mais je soutiens qu'il doit être incinéré. Il faut incinérer celui qui n'était pas Edward Derby quand j'ai tiré sur lui. Sinon je deviendrai fou, car je peux être le suivant. Mais ma volonté n'est pas sans défense, et je ne la laisserai pas miner par les terreurs qui, je le sais, bouillonnent autour d'elle. Une seule vie. Ephraim, Azénat, Edward. Qui maintenant? Je ne veux pas être chassé de mon corps. Je ne veux pas changer d'âme avec cette dépouille trouée de balles à l'asile. Mais je vais essayer de raconter de façon cohérente l'ultime horreur. Je n'insisterai pas sur ce que la police passa obstinément sous silence, les récits à propos d'une créature rabougrie, grotesque et malodorante,
que rencontrèrent au moins 3 passants dans High Street peu avant 2 heures du matin, et la nature des empreintes de pas isolées à certains endroits. Je dirais seulement qu'il allait être 2 heures quand je fus réveillé par la sonnette et le heurtoir de l'entrée. Sonnette et heurtoir maniés tous deux alternativement et maladroitement, en une sorte de désespoir sans force, chacun essayant de respecter le vieux code d'Edward des 3 coups puis 2. Tiré d'un sommeil profond, mon esprit se trouva jeté dans le trouble. Derby à ma porte, et se rappelant le vieux code, cette nouvelle personnalité ne s'en était pas souvenue. Edward était-il brusquement revenu à son état normal? Pourquoi venait-il avec cette évidente insistance et cette hâte? L'avait-on libéré plus tôt que prévu ou s'était-il échappé? Peut-être, me dis-je en enfilant une robe de chambre et en dévalant l'escalier, le retour à son propre moi a-t-il déchaîné délire et violence, remettant en question sa sortie et le poussant en un élan désespéré vers la liberté? Quoi qu'il en soit, il était redevenu mon cher vieil Edward, et j'allais l'aider. Lorsque j'ouvris la porte sur l'obscurité de la voûte d'orme, une bouffée de vent insupportablement fétide faillit me faire tomber à la renverse. Pris d'une violente nausée, j'eus d'abord du mal à distinguer sur les marches la silhouette naine et voûtée. L'appel était d'Edward, mais quelle était cette infecte et misérable caricature? Où Edward avait-il si vite disparu? Il sonnait encore une seconde avant que la porte ne s'ouvre. Le visiteur portait un des manteaux d'Edward, dont le bas touchait presque terre, et les manches, pourtant retroussées, couvraient les mains. Il avait sur la tête un chapeau mou rabattu sur les yeux, tandis qu'un foulard de soie noire dissimulait le visage. Comme j'avançai vers lui d'un pas assuré, il émit un son semi-liquide comme j'en avais entendu au téléphone. Gloup, gloup, et me tendit une grande feuille de papier, couverte d'une écriture serrée et piquée au bout d'un long crayon. Entêté par la mortelle et inexplicable puanteur, je saisis ce papier et tentai de le lire à la lumière de l'entrée. À n'en pas douter, il était de la main d'Edward. Mais pourquoi avait-il écrit alors qu'il était assez près pour sonner? Et pourquoi cette écriture si maladroite, grossière et tremblante? Je ne pus rien déchiffrer dans la pénombre incertaine, et comme je reculai quelque peu à l'intérieur du vestibule, l'espèce de nain suivit d'un pas lourd, mais en s'arrêtant au seuil de la maison. L'odeur du singulier messager était vraiment effroyable, et j'espérais, ce me fut épargné, Dieu merci, que ma femme n'allait pas se réveiller et devoir l'affronter. Puis, tandis que je lisais la lettre, je sentis mes genoux se dérober sous moi et tout devint noir. Quand je revins à moi, j'étais étendu sur le sol, tenant toujours le maudit papier dans ma main paralysée de terreur. Voici ce qu'il disait. Dan, va à la maison de santé et tue ce monstre. Détruis-le. Ce n'est plus Edward Derby. Elle m'a eu. C'est Asenat, et elle est morte depuis 3 mois et demi. Je mentais quand j'ai dit qu'elle était partie. Je l'ai tuée, il le fallait. C'est arrivé tout d'un coup, mais nous étions seuls, et j'étais dans mon vrai corps. J'ai avisé un chandelier, et je lui ai fracassé la tête avec. Elle m'aurait tué pour de bon à la Toussaint. Je l'ai enterrée dans la dernière réserve au fond de la cave, sous de vieilles caisses, et j'ai fait disparaître toutes les traces. Les domestiques se sont doutés de quelque chose le lendemain matin, mais ils détiennent de tels secrets qu'ils n'ont rien osé dire à la police. Je les ai congédiés, mais Dieu sait ce qu'ils feront, eux et les autres fanatiques. Pendant quelque temps, j'ai cru que tout irait bien, puis j'ai senti ce tiraillement au cerveau. Je savais ce que c'était, j'aurais dû m'en souvenir. Une âme comme la sienne ou celle d'Ephraïm n'est qu'à demi détachée, et continue à vivre après la mort tant que dure le corps. Elle s'emparait de moi, me faisait changer de corps avec elle, capturant mon corps et m'enfermant dans son cadavre à elle, enterré à la cave. Je savais ce qui allait se passer. C'est pourquoi j'ai craqué et il a fallu me mettre à l'asile. Alors c'est arrivé. Je me suis retrouvé étouffant dans le noir, dans la carcasse pourrissante d'Asenat, en bas à la cave sous les caisses où je l'avais mise. Et je savais qu'à la maison de santé, elle devait être dans mon corps, pour toujours, car la Toussaint était passée, et le sacrifice opérait même en son absence, avec toute sa raison, et prête à être relâchée, telle une menace sur le monde. Poussé par la force du désespoir, j'ai réussi en dépit de tout à me sortir de là. Je suis trop près de la fin pour pouvoir parler. J'ai été incapable de téléphoner, mais je peux encore écrire. Je m'arrangerai d'une manière ou d'une autre pour te porter ce dernier message, ultime mise en garde. Tue ce démon, si tu tiens à la paix et au bien-être du monde. Veille à ce qu'il soit incinéré, sinon il revivra sans fin, passant à jamais d'un corps à un autre, et je ne saurais te dire ce qu'il fera. Garde-toi de la magie noire, Dan, c'est l'affaire du diable. Adieu, tu as été un véritable ami. Raconte aux policiers ce qu'ils voudront bien croire, et je suis terriblement désolé de te mettre tout cela sur les bras. Je serai bientôt en paix, car cette loque ne tiendra pas longtemps.
J'espère que tu pourras me lire. Et tue ce monstre. Tue-le. À toi, Ed. Je ne lus que plus tard la dernière partie de cette lettre, car je m'étais évanoui à la fin du 3e paragraphe. Je m'évanouis de nouveau quand je vis et sentis la masse informe étalée sur le seuil où l'air chaud l'avait atteinte. Il n'y aurait plus jamais pour le messager ni mouvement ni conscience. Le maître d'hôtel, plus endurci que moi, ne s'évanouit pas en voyant le matin ce qu'il attendait dans le hall, mais il téléphona à la police. Quand elle arriva, on m'avait porté en haut sur mon lit, mais le reste était toujours là où il s'était effondré dans la nuit. Les hommes se bouchèrent le nez avec leurs mouchoirs. Ce qu'ils découvrirent finalement à l'intérieur des vêtements disparates d'Edward, ce fut une horreur quasi déliquescente. Il y avait aussi des ossements et un crâne défoncé. Des analyses dentaires permirent d'identifier formellement ce crâne comme celui d'Azenath. Et c'est la fin de la nouvelle Le monstre sur le seuil. C'est donc également la fin du recueil de nouvelles Le cauchemar d'Innsmouth d'H.P. Lovecraft. Nous avons donc terminé cette lecture. Et nous passons à l'outro de ce live, chers amis. Trop cool. Trop cool. Et du coup, bonsoir Zikael, bienvenue sur le live, comment tu vas? Trop cool cette fin. Elle est un peu perturbante aussi parce que c'est difficile de tout comprendre au final. Donc en gros, c'était le corps en décomposition puisqu'il est déliquescent, qu'il est plus capable de parler parce que certainement il est un espèce de mi-homme humain, enfin mi-homme, mi-poisson, mi-batracien entre guillemets. C'est pour ça les gloop. Et donc ouais, du coup je suppose qu'il était en déliquescence, tout ça. Donc ça veut dire qu'en gros, ce qui s'est passé, c'est qu'Edward et Azenath avaient leur esprit échangé, ce qui fait qu'Edward était dans le corps, dans le cadavre d'Azenath, dans la cave de Crown Innshield. Il a réussi à déplacer ce cadavre jusqu'à la maison de Dan, de notre narrateur, pour lui dire d'aller buter Azenath dans le corps d'Edward à l'asile, si j'ai bien compris. C'est ce que je comprends de la nouvelle. J'avoue que je trouve pas la fin si facile à comprendre, mais c'est ce que j'ai compris de la nouvelle. Est-ce que vous avez compris ça aussi? J'avoue que je trouve pas la fin si facile à comprendre. C'est rare que je sois un peu perplexe. Enfin, perplexe. C'est pas que je suis perplexe, je sais pas comment expliquer, mais j'ai bien l'impression que c'est ça, mais je suis pas sûr à 100%. T'as tout compris, ok. Ok, donc c'est bien ça qu'il faut comprendre. Mais en tout cas, même sans être sûr à 100% d'avoir tout compris, et si vous avez tous compris ça, c'est qu'on a dû avoir bien compris. Mais du coup, c'est hyper bizarre en fait. En fait, j'aime beaucoup, et à la fois je trouve ça très bizarre, parce que je comprends pas comment il a réussi à déplacer un cadavre avec son esprit du coup. Enfin, quoique, après on nous a dit que lui aussi faisait de la magie noire, et qu'il était aussi dans l'ésotérisme, l'occultisme, etc. Donc peut-être que lui aussi avait des moyens de faire déplacer le cadavre d'Azenath. Mais ouais. Ok. Ouais, si c'est compréhensible, c'est justifiable. De toute manière, encore une fois, il y a tellement de mystères et tellement de choses cheloues dans ces nouvelles. Mais ok. Donc là, pour le coup, il est complètement parti en vrille, complètement parti dans la folie, à l'asile. Et la fin, au final, a été très rapide, avec cette lettre à Derby. Un tout petit détail, mais bon, je vais pas avoir beaucoup plus à dire que ça, puisque bah voilà, j'ai déjà beaucoup parlé de cette œuvre. Mais un tout petit détail que j'ai beaucoup aimé, je vous le dis souvent, mais c'est encore une fois un trait très récurrent chez Lovecraft, de mettre des petits éléments qui te donnent des petits indices dès le début. Et dès le début, tu te dis, ça va être important. Et après, il le répète très souvent comme si c'était pas important. Et en fait, il y a un moment où il va vous sortir une phrase pour vous dire, et là, en fait, c'était très important. Et là, en plus, la phrase est carrément en italique et tout. C'est ce délire de chacun essayant de respecter le vieux code d'Edward des 3 coups puis 2. Donc du coup, on a eu ce délire de code de toc-toc. Donc de... Et ce code-là a été ce qui a permis, durant toute l'histoire,
de voir quand c'était Edward vraiment, quand c'était Azenath dans le corps d'Edward, et quand c'était Edward dans le corps d'Azenath qui était en galère du coup. Donc franchement, c'est très sympathique. Et ce petit détail, justement, c'est ça que j'aime beaucoup chez Lovecraft, c'est que souvent il y a des petits détails qui paraissent être des petits détails, mais qui sont utilisés comme un ressort important on va dire, du retournement final, quoi. Donc ouais, j'aime beaucoup ce petit détail, et j'ai beaucoup apprécié le monstre sur le seuil de manière globale. Encore une fois, je comprends pourquoi ça a inspiré des jeux de rôle, hein, c'est vraiment trop bien comme histoire. Et je comprends aussi en quoi ça a inspiré tellement de littérature, d'horreur et ainsi de suite par la suite. C'est vraiment de très bonne qualité. Je ne saurais que trop vous conseiller la lecture du recueil de nouvelles Le Cauchemar d'Innsmouth d'Howard Phillips Lovecraft. Je me suis déjà beaucoup répété, donc je ne vais pas encore le refaire, mais vraiment, Lovecraft, c'est de la bonne came. Et ce recueil en particulier, c'est l'un de ceux que j'ai préférés. Il y a vraiment plein de nouvelles que j'ai adorées dans ce recueil. Vraiment. Beaucoup. Donc voilà, je vous le conseille vraiment. Si vous avez aimé ce petit périple Lovecraftien, je vous rappelle encore une fois qu'il y en a d'autres des lectures de Lovecraft déjà disponibles sur ma chaîne YouTube, notamment la playlist Et si on lisait les montagnes de la folie, ou encore la playlist Et si on lisait le mythe de Cthulhu, ou l'appel de Cthulhu, je sais plus, bref. Donc voilà, si vous voulez poursuivre sur du Lovecraft, n'hésitez pas à fouiller un petit peu la chaîne YouTube. Comme je le disais plus tôt, c'est pas exclu qu'on en relise dans le futur, notamment le recueil de nouvelles Dagon, auquel cas ça sera au moins dans 1 an, je pense, pour un petit peu varier les plaisirs, et faire d'autres lectures dans l'interstice, enfin dans l'intervalle plutôt. Voilou, bah écoutez, on est bon. N'hésitez pas également à aller checker les autres lectures de la chaîne, c'est vrai que je le dis pas souvent, mais n'hésitez pas à aller checker les autres playlists de la chaîne. Il y a tellement de lectures, je pense qu'on arrive à un truc genre 45 lectures, je sais plus. J'ai perdu le compte au bout d'un moment, mais je commence à avoir fait pas mal de lectures sur ma chaîne, donc vraiment, il y aura forcément un truc un peu plus à votre goût, un peu plus dans vos curiosités. Donc voilà, vraiment n'hésitez pas à jeter un œil à toutes ces playlists. Tout simplement dans l'onglet playlist sur ma chaîne YouTube. N'hésitez pas également à lâcher un like ou un dislike, à laisser un commentaire, à vous abonner, tutti quanti, vous connaissez les bails, ça me permet d'évoluer à titre personnel, mais aussi de faire évoluer la chaîne. Donc pour tout ça, merci d'avance. Et puis les amis, on va s'arrêter là. Comme je le disais, pas de live de lecture vendredi, puisque entre 2 œuvres, je fais une pause. Et je pense que mardi, dans 1 semaine, à 21h, nous poursuivrons avec toute autre chose, puisque nous poursuivrons avec quelque chose de plus poétique et de très triste a priori, à savoir les souffrances du jeune Werther de Goethe, ou, comme le disait mon ancien professeur, Goethe, et je pense qu'il faut dire Goethe parce que mon ancien professeur était mi-américain, mi-allemand, donc il doit savoir de quoi il parle. Bref, donc les souffrances du jeune Werther de Goethe. Je suis très impatient de le lire, on m'en a dit beaucoup de bien, même si à la fois on m'a dit que c'était ultra méga triste, et du coup j'appréhende pas mal. Mais ouais, vraiment, je suis très curieux de découvrir cette œuvre pour le coup. Donc voilà, il y a de fortes chances que ce soit ça mardi à 21h. Sinon, on a un live de prévu dimanche 15h, live de découverte sur l'univers de League of Legends. Et puis, comme d'habitude, sur Facebook, Twitter, Discord, je vous préviens dans la semaine s'il y a d'autres lives qui viennent s'ajouter, auquel cas, ça sera certainement des lives de gaming. Et à vue de nez, je dirais qu'il y a de plus grosses chances que ce soit des lives de gaming sur Sea of Thieves et League of Legends. Enfin, et ou League of Legends, voilà. Je pense que ce serait ce genre de bail. Sachant que c'est pas exclu que ça soit encore autre chose, mais bon, bref. Voilà, tenez-vous au courant. Trêve de bavardage, parce que, encore une fois, je me perds en palabres. En palabres infinis. Donc, encore merci à tous de votre présence. Miari Laura, Dimal, Écoute-aux-portes, Zikal, So Famous. Je pense Miari, ouais, j'ai dit Miari, Dimal, Écoute-aux-portes, Zikal. Et puis, bien sûr, Nounours. Et encore merci pour ton follow, ça fait plaisir. Cette fois-ci, c'est bon, je vous lâche la grappe, et puis je prends une pause de quelques jours, je pense, sans live. Parce que là, j'ai mal au crâne, j'en peux plus. Je suis fatigué.
Bref, en tout cas, au pire du pire, on se retrouve dimanche. Sinon, peut-être plus tôt et je vous préviendrai, comme d'habitude. Bonne soirée, bonne nuit à tous, et à la prochaine pour une prochaine lecture, une prochaine découverte, ou une prochaine partie de gaming. Bye bye!